C'est bon. Vous êtes prêts? Je lance le jingle. J'adore toujours autant ce jingle. Et bienvenue sur Vision by l'équipage. Aujourd'hui, on est avec Lucas Laclanche. Lucas, présente-toi rapidement. Je m'appelle Lucas, pseudonyme Laclanche. Je donne pas mon nom de famille, mais Lucas Laclanche. J'ai 29 ans, bientôt 30, dans une semaine. Et je suis artiste tatoueur depuis quelques mois, vraiment en temps plein. Voilà. Ok. On va faire un petit récap de ce que tu as fait dans la vie pour arriver jusqu'au monde du tatou. Okay. Du coup, si tu peux un peu nous expliquer comment tu as fait tes débuts, entre guillemets, dans la vie, de manière générale. Ok. La vie active, etc. Ok, genre un post-bac. Ouais, c'est un peu ça. Même, je pense, carrière. Je pense, fais-nous un point, école jusqu'à maintenant, en bref, tu vois. Ok. Et après, on reviendra sur les points au fur et à mesure. Comme ça, nous, on est briefés, les gens aussi. Globalement, moi, j'ai fait une filière technique, tu vois, qui avait rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est pour ça que j'en parle aussi souvent, c'est parce que ça peut un peu donner l'idée aux gens qui, malgré qu'ils fassent une formation qui n'a rien à voir avec l'avenir, tu vois, ça veut rien dire, quoi. T'es pas obligé de faire le bon choix à 14 ans. Et en gros, moi, j'ai fait un BEP. À l'époque, il y avait le BEP, Bac Pro, froid et clim. Ça me destinait à travailler dans le technique. L'objectif final, c'était d'être ingénieur. Ça a capoté parce que je faisais trop la fête, je fumais trop de pètes, je faisais plein de trucs un peu débiles avec mes potes. Et au final, j'ai fini dans le commerce pour essayer de me rattraper à une branche de je veux pas travailler en tant qu'ouvrier toute ma vie parce que j'ai pas eu les couilles d'aller jusqu'à l'ingénieur, quoi. Et puis en fait, la vie a fait que, en travaillant dans le commerce, à droite, à gauche, je m'en sors comme je peux, je vais à droite, à gauche, je fais plein d'expériences professionnelles, je fais plein de boulot. Et c'est à partir vraiment de 24 ans que je prends la décision de quitter ma région d'origine où je vais à Nantes. Et là, tout décolle un petit peu pour moi. Professionnellement, ça devient intéressant. En termes de rythme de vie, ça devient intéressant. Voilà, je casse mes habitudes d'un petit Normand qui vit dans sa campagne à se mettre des bitures tous les jours. Enfin, j'exagère quand je dis tous les jours, mais il y avait beaucoup d'alcool, beaucoup la fête dans ma vie. Je passe dans une grande ville et je me concentre sur moi-même. Je suis tout seul et je dois travailler, quoi. Et mon premier job, c'est vendeur / gérant / manager d'un shop qui fait à l'époque des produits dérivés de pop culture. On s'en fiche. Mais en fait, ils ont une gamme textile. Je m'intéresse au textile. Vu que j'arrive à Nantes, qui est la ville un peu de mes rêves, il y a un côté artistique qui vient très vite. C'est une ville qui est très orientée sur l'art et sur la culture artistique en général. Et puis, il y a toute la culture underground des grandes villes que moi, j'ai toujours fantasmé et que je commence un peu à aborder. Donc il y a le graffiti, le tag, le tattoo, le skate. Et en fait, tout ça, c'est un mélange qui tourne un peu autour de la sape et de l'art. Et ça m'a forgé jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà, globalement. Et où j'ai fini simplement tatoueur. Ok. Et tu peux nous expliquer un peu ce que, en tant que vendeur, comme tu disais, vendeur / gérant, etc., qu'est-ce que ça t'a appris de manière générale, en fait, sur même maintenant ta vie actuelle? Ok, ouais. Globalement, il y a des trucs que j'ai gardés. C'est ce côté commerçant. Ce côté où tu es à l'aise très rapidement avec les gens, que tu arrives à mettre en confiance, avec qui tu vas partager un moment. Aujourd'hui, je l'ai dans le tatou. À l'époque, on minutait nos ventes. Aujourd'hui, j'en suis pas là, mais globalement, ça m'a apporté ce feeling-là avec les gens où très rapidement, j'ai un sourire, très rapidement, je suis accueillant, je suis à l'aise. Chose qu'on me dit globalement souvent, parce qu'en fait, moi, en ce moment, petite parenthèse, on reviendra plus tard, mais je fais que du guest. Okay. Donc je suis dans plein de salons, je rencontre plein de tatoueurs et je suis aux côtés de plein d'artistes. Et en fait, tous me disent, mais c'est fou la fibre commerciale que t'as, quoi. Tu vois ? Et en fait, c'est une fibre, j'ai pas vraiment eu le choix, quoi. J'ai fait du porte-à-porte pendant mes études, après j'ai fini vendeur derrière un comptoir, et j'avais pas le choix que de faire tourner mon affaire, quoi. Et c'est ça que j'ai gardé. Après, sur le côté organisationnel et administratif aussi, quoi. C'est-à-dire que sur le côté entrepreneuriat pur et dur, même si je déteste un peu ce terme qui est connoté on est entrepreneur 2.0, nique ta mère. J'aime beaucoup le fait que je sais comment ça se passe en coulisses, quoi. Tu vois, que ce soit derrière les papiers ou quand la boutique est fermée. Et ça, je l'ai gardé. Ça va du simple nettoyage à comment on clôture une caisse, à comment on gère un logiciel de caisse, comment on fait une compta,
comment on fait les papiers derrière, quoi, pour monter des statuts, tout ça, quoi. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai gardé de cette expérience. Ok, du coup, en fait, c'est pas du tout quelque chose que tu t'es dit, c'était de la perte de temps par rapport à ton métier actuel. C'est vraiment, tu as tiré quelque chose de positif de tout ça malgré tout. Ouais, à fond, à fond. En vrai, il n'y a pas trop de points noirs sur cette expérience. Tu vois, c'était pas non plus un truc qui m'a rendu fou, hein, loin de là. C'est un truc qui a pu m'amener à développer des skills auxquels je m'attendais pas. On me demandait de faire des trucs, j'y réfléchissais pas trop, je réfléchissais pas trop au fond du truc, tu vois. Alors, je me disais pas, oh, c'est nul, j'ai pas envie de le faire, tu vois. J'y allais vraiment en mode, de toute façon, c'est nouveau pour moi, nouvelle vie, tu vois. J'étais vraiment dans cette démarche de nouvelle vie. Et puis, il se trouve qu'un an plus tard, après avoir quitté ce commerce, moi, j'ai fini par postuler à être embauché pour une autre entreprise. Et où là, j'ai pu mettre toutes ces compétences genre en x1000 parce que je suis arrivé dans un endroit où personne ne savait faire ça, que eux, ça leur paraissait être un truc de ouf, alors que moi, je le faisais au quotidien. Que toutes les problématiques qu'ils avaient au sein de cette nouvelle entreprise, ils voyaient des montagnes, moi je voyais des grains de sable, tu vois. Donc vraiment en termes de métaphore, c'est ça, tu vois. Et donc en fait, j'ai fait que grow up ces skills et genre sans faire gaffe en fait, tu vois. C'est vraiment arrivé tout seul. Mais il n'y avait pas de point noir quand je me suis barré de cette boîte-là, il n'y avait pas de mauvaise expérience. Ça n'a pas duré très longtemps non plus, tu vois. Ça a duré un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an, tu vois. Et, j'ai pas eu le temps de me saouler, quoi. Genre. C'est une question que j'aime bien poser plus tard, mais Ouais. là, de la façon dont on a abordé l'interview, je pense que je peux la poser dès maintenant. Quand tu regardes dans le rétro, là, il y a des Ouais. trucs que tu aurais fait pas pareil ou globalement, tu kiffes ton parcours et... genre, tu sais, là, c'est très positif. Au final, c'était carrément autre chose. Ouais. Et t'en tires encore aujourd'hui À fond, ouais. des trucs. Et dans ton parcours professionnel, ça t'a aidé et tout. Tu as ça pour tout ou il y a des trucs où tu te dis non, en fait, là, j'ai perdu du temps? Il y a très peu de choses que je regrette, tu vois. En fait, en termes de bagage d'expérience, il y a très peu de choses que je regrette. Il y a des choses que je ferais différemment. Tu vois, il y a des trucs bêtes qui sont un peu plus perso, mais qui sont la reconnaissance de mes proches, ou même la compréhension de ce que je fais auprès de mes proches. Je ferai un travail différent là-dessus pour leur expliquer comment c'est. Maintenant, c'est un peu trop tard, je suis un peu enfermé dans cette case de lui, c'est un peu le mec chelou de la famille ou des amis, il fait son truc dans son coin, on sait pas trop comment, mais il le fait, tu vois. Mais je pense que c'est ça aujourd'hui que je dois travailler. Mais sinon, en vrai, dans le bagage, quand je regarde comme ça, là, dans le rétro, comme tu dis, il n'y a pas grand chose à changer, si ce n'est peut-être quelques rencontres, tu vois. Et là, on parle purement humain. On va pas name dropper négativement du monde ici, on name droppera des gens positifs et cool, tu vois, qu'il faut regarder. Le name drop bashing, on s'en pète un rein, tu vois. Mais y a des gens que j'aurais pas spécialement abordé comme ça, rencontré comme ça, avec qui j'aurais noué des choses forcément. Mais sur le pur côté expérience professionnelle, technique, ça reste boulot. Okay, on parle de 8h à 18h ou de 10h à 19h, machin. Franchement, je suis content de moi, je suis assez fier de moi. Et il me reste encore tellement de trucs à faire. Tu sais, on aura cette même question dans 20 ans, elle sera folle, tu vois. Ouais, bah ouais, mais c'est ça qui est bien aussi avec ces discussions. Ouais, à fond. C'est que au final, bah, et ça on l'a déjà dit sur d'autres podcasts, mais là on te connaît. C'est vrai, ça. On a déjà eu ces discussions et tout. C'est vrai qu'il faut peut-être l'avouer aux gens qui regardent, ouais, qui écoutent. On se connaît grave en off. Ouais, c'est ça. Ouais, on se connaît grave. Et on est frérots. On est frérots. Ouais, on est frérots, on peut le dire comme ça. Mais du coup, on a déjà eu ces discussions et encore aujourd'hui, tu sais, vu que c'est des discussions qu'on a, je sais pas, une fois par an ou quoi, bah, ça change et tout. Il y a plein de trucs qui évoluent et c'est trop cool de les avoir, tu vois. Ouais, même l'angle ou la vision qu'on a sur ce truc-là, il évolue, tu vois. Ouais. Mais il se peut que cette question, si tu me l'as posée il y a 2 mois, il y a 2 ans, mec, j'avais pas du tout la même vision. Bien sûr. Il y a un côté où aujourd'hui, c'est un peu plus abouti ce que je fais. Je suis un peu plus content, moi, et épanoui dans ce que je fais. Donc, tu sais, j'ai laissé place à pas mal de... Enfin, c'est un peu l'inverse. J'ai fait le ménage dans tous ces sentiments un peu de haine, un peu nuls, ou de revanche, ou ce truc un peu nul que j'avais. Et si tu m'avais posé la question il y a un an, je pense que j'avais pas du tout le même regard sur ma carrière passée. Et si on regarde 4 ans en arrière, j'étais beaucoup plus critique sur ce que j'étais en train de faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà quoi. L'angle, il change avec le temps. Donc, Ouais. Et... tu disais, ouais, t'as pris un parcours qui était pas le bon à 14 ans. À fond. Même si au final, voilà, comme t'as dit,
tu t'es rattrapé et tout. Ouais. Ça, c'est une vision que tu as eu récemment aussi, ce truc de en vrai, on s'en fout qu'à 14 ans, tu te trompes ou très vite, tu t'es dit ouais, ça va, c'était pas ça, mais tant pis, je ferai avec. En vrai, je sais pas si c'est l'approche de la trentaine, tu sais, qui fait ça. Mais il y a un mec que j'ai souvent cité là, qui est Romain, donc dormeur sur Insta, mais qui est tatoueur aussi et qui est un de mes meilleurs amis depuis plus de 15 piges. C'est un frérot et tout. Et en fait, on s'est toujours suivis dans nos vies. Je l'avais rejoint à Nantes à l'époque et tout. Bref. Et ben, on avait tous les deux tiré ce constat en se barrant de Normandie que c'était déjà tard, l'âge auquel on se barrait, quoi. Tu vois, nos potes, ils avaient déjà commencé leur carrière depuis longtemps. Et moi, j'étais vraiment dans une démarche de je m'en pète un rein de l'âge. Ok, on s'en fout. On fait des choses. Et de toute façon, on voit pas plus loin que le lendemain, quoi. J'étais vraiment en mode un peu je m'en foutiste fois 1000, quoi. Et lui, c'était tout l'inverse. Tu vois, c'était un peu un angoissé du truc. Et donc, on se confrontait souvent sur ce genre de discussion. Et il se trouve qu'en vrai, jusqu'à il y a pas trop longtemps, j'étais vraiment en mode oh, je m'en pète un rein de ce que j'ai fait avant et tout. Mais là, des fois, j'ai un petit regard où je me dis putain, si j'avais fait un petit twist un petit peu avant, à un autre moment, j'aurais quand même gagné du temps sur certains trucs et tout. Mais en vrai, je relativise de ouf. En vrai, c'est cool de ouf. Si même dans 3 ans, je change de vocation, c'est pas grave. Tu vois. Tant que moi, j'ai à bouffer, je paye mes factures, je m'en pète un rein, quoi. Bah, si toi t'es chaud, genre, on va parler un peu maintenant de tout ce qui est tatou et tout. À fond, Genre, on déjà, arrive à aujourd'hui. ouais, c'est ça. Genre, comment tu es arrivé là-dedans? C'est qu'est-ce qui, Ouais, comment t'as eu le truc de te dire, bah, je vais peut-être aller voir ce qui se passe là-bas, ça peut être intéressant. à fond. En vrai, le gros déclic, il est déjà à 18 ans, la première fois que je me fais tatouer. Je suis toujours intéressé par le tatou. Ça a commencé un peu au lycée, tu vois. Ça piquait ma curiosité. Mon père avait eu un tatou de vacances, mais c'est vraiment pas ça qui m'a fait quoi que ce soit. Mais c'était déjà un peu dans le paysage, tu vois. Et puis, ouais, 18 ans, je me fais tatouer. C'est cool, mon tatou, il est pourrave. Faut que je le fasse effacer un jour. Mais il y a un truc. Parce qu'en fait, toujours avec ce Romain dont je parlais tout à l'heure, c'est un peu notre point commun qu'on a. Et on va se mettre à parler de tatou. Et puis après, on va se faire tatouer ensemble. Tu vois. On va dans des salons de tatouage, et puis lui il se fait tatouer d'un côté, moi de l'autre, on fait notre vie. Mais on parle tatou, c'est le seul pote avec moi qui comprend le tatou et qui se fait tatouer. Tu vois, donc ça, déjà, c'est un truc aussi. Je l'ai partagé avec quelqu'un dès le début. Et puis, après avoir vécu un peu à Nantes et tout, donc là, on revient tout de suite à mes 25-26 ans, quoi, plutôt 25. Et ben, il y a un mec qui s'appelle Nolik, qui est assez incroyable dans le monde du tatou, qui est connu parce qu'il a un peu révolutionné un truc dans le tatou il y a 5 ans. Et en fait, à l'époque, il faisait une tournée de Airbnb Tattoo Club. Dans le tatou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pas tatouer dans un salon, mais qu'on loue un Airbnb et qu'on reçoit des gens en privé dans le Airbnb. Au vu de la loi, c'est un peu moyen. Au vu du tatou, parce que ça reste une culture underground, c'est stylé. Mais par les pairs de cette discipline, c'est pas hyper apprécié. Voilà, pour faire le résumé du truc. Bon, moi, je sais pas ce que c'est que le Airbnb Tattoo Club. J'ai 5 tatous sur la peau, je vais me faire tatouer par un gars. Dans un Airbnb, j'ai du mal à comprendre. Et là, c'est ma première expérience où ça se passe pas dans un salon. Le mec te reçoit voilà, avec une mèche au bec, il y a une ambiance où il y a du rap, il te tatoue sur une table à la Zub et tout. C'est safe, hein, tu vois, c'est archi safe en termes d'hygiène et tout, mais c'est pas du tout un cadre labo comme un salon de tatouage, quoi. Et tout de suite, je ressors du truc et j'ai un éclair, quoi. J'ai un éclair, j'ai une vision, j'ai un truc, ça explose dans ma gueule, donc on peut dire que c'est lui qui a changé ma vision du truc, tu vois. Et ce gars-là, il est captable que sur Instagram. Donc en fait, je me mets à bouffer de l'Instagram. Donc en fait, il y a tout ça en même temps. Et il y a mon pote Romain, excuse-moi, qui se fait tatouer aussi par ce gars-là. Soit un peu plus tôt, soit un peu plus tard. Pas forcément à Nantes. Mais là, tout de suite, on a une révélation en mode attends, les dessins qu'on fait sur les murs pour se marrer, les trucs de merde qu'on fait, les dessins qu'on faisait quand on était ado, en vrai, ça n'a pas l'air si compliqué, tu vois. Et là, on se dit, bon, bah, on va aller creuser de ce côté-là. Bon, maintenant, si vous posez cette question, vous les auditeurs ou quoi, dites-vous bien que quand tu regardes quelqu'un tatouer et que ça te paraît facile, c'est à peu près comme si tu regardais quelqu'un faire du skate et que tu dis c'est facile. Voilà, c'est à peu près ça le parallèle. Puis quand tu montes sur une board, c'est pas les mêmes blagues, quoi. Mais c'est cette rencontre-là. C'était ce tatou que j'ai là, je m'en souviendrai, quoi, tu vois. J'étais foncé de ouf. Mais c'est à quel âge que tu as cette révélation? Je pense que ça a 25 ans, quoi.
Ok. Et du coup, tu décides pas tout de suite de te lancer dedans. Tu vas d'abord faire toutes tes étapes Ouais. de magasin, vendeur de vêtements, etc. Ouais. avant de te lancer vraiment là-dedans. Ouais, Et c'est ouais. quoi qui t'a freiné du coup à te lancer là-dedans dans le En, tatou directement? en fait, il n'y a rien qui m'a trop freiné, si ce n'est que ça reste la peau, tu vois. Donc au début, tu la sacralises. Donc tu mets du temps à l'aborder et à te dire je vais tatouer une peau. Et donc, il se passe, après ce moment-là, moi, je travaille déjà à cette époque-là à Nantes et tout. Donc j'ai eu une carrière en parallèle et tout, mais on s'en fout de ma carrière. Tu vois, pour moi, c'est un job presque alimentaire, mais intéressant. C'est mon premier job intéressant qui est alimentaire. Alimentaire qui est intéressant, pardon. Et en fait, vu qu'on se dit, bon, bah, c'est faisable avec mon pote, on se dit, vas-y, ça te dit pas, on met chacun des billes et on s'achète du matos et on se tatoue nous-mêmes. Le plan de base, c'est on se fait des tatous sur nous et on voit que c'est cool parce que déjà, ça nous évitera peut-être de payer des tatous et qu'on pourrait se faire. Et puis en plus, c'est entre nous, tu vois, c'est chambé, quoi. Et puis, arrive rapidement l'idée de s'auto-tatouer, tu vois, aussi. Qu'on trouvait extrême à l'époque. Et qu'en fait, t'apprends que tous les tatoueurs l'ont fait. C'est pas extrême du tout. Et ce qui se passe, c'est que bah, moi, je suis un peu en mode tunnel vision quand un sujet m'intéresse ou me passionne. Je me bouffe de la documentation comme pas possible, quoi. Je deviens expert en 3 mois, tu sais. Expert, bon, t'as compris, hein, expert sûr, ouais. dans ta tête. Ou comparé aux gens qui connaissent pas, quoi. Mais tu sais, je me mets à tout bouffer. Vidéo, blog, je sais pas, page Facebook secrète, bouquin, histoire, documentaire. Tout ce que tu veux, je le bouffe sur le tatou pour essayer de comprendre. Et moi, ma conclusion, c'est faut pas acheter une machine de merde. Il faut mettre de l'oseille dans la machine. En parallèle, mon pote Romain, il est impatient et il a déjà acheté sa machine, en fait. Et un jour, il se ramène, il me dit, bah en fait, j'ai la machine, là, donc on va se faire des tatous, quoi. Je suis en mode, oh, qu'est-ce que t'as acheté? C'est quoi cette merde et tout? Et puis, bah en fait, on se fait nos peaux, quoi. Le jour même, on se fait nos peaux. Donc, entre le moment où je me fais tatouer par Nolik et le moment où je tatoue, il se passe pas grand-chose, hein. Il se passe 1, 2, peut-être 3 mois, quoi. Tu vois, donc ça vient vite, hein, en fait, hein. C'est juste que moi, pendant 3 mois, j'ai fait mon tunnel vision à bouffer du tatou et que ça, quoi, tu vois. Et après, rien ne me freine spécialement à l'idée de tatouer, mais on parle juste de tatouer moi ou mon pote. Voilà, après, tatouer des gens, c'est un autre step dans le truc, y a complètement autre chose. Ok. Et qui arrive quand, du coup? Qui arrive, je pense. Comment, surtout, en fait? C'est ça la vraie Ouais, question. ouais, c'est ouais, c'est comment vrai. ça arrive? Je suis en train d'essayer de m'en rappeler. Désolé pour le blanc, mais ça arrive. J'ai la réponse. Donc, on s'est tatoué, lui et moi. Donc, moi, j'en ai fait un, il m'en a fait 2, je m'en suis fait un. Enfin, voilà, tu vois, on a touché la machine une après-midi ou 2. C'était marrant. On s'est bien marré, on s'est fait des bousilles sur les jambes, c'est cool. Et là, dans le cadre de mon travail, que j'ai à côté, qui n'est plus du tout celui de Nantes, parce que voilà, des mois se sont écoulés. Je fais un projet professionnel au sein d'une marque de vêtements. Ça y est, j'ai changé de poste. C'est compliqué à expliquer, mais globalement, je me fais recruter par une marque de vêtements. Je commence au bas de l'échelle chez eux, puis je finis rapidement à organiser de l'événementiel, parce que bah, je travaille dans un magasin, ils veulent des magasins. Donc je sais faire les doigts dans le nez, tu vois. Genre très facile d'organiser un magasin d'une semaine quand tu as tenu le tien pendant 1 an, quoi. Et j'en fais un à Paris. Et la marque de vêtements faisait une collab avec un tatoueur. Donc naturellement, je me suis dit, c'est cool si on invite le tatoueur et qu'il tatoue. Tu vois. Le mec était disponible qu'une seule journée, tu vois. Je me fais tatouer. On s'en pète un rein de l'histoire. Et on s'en pète un rein de ce nom-là. Mais, deuxième nom très important, il y a un autre gars qui était photographe avant, avec qui on avait collaboré sur plusieurs choses avec cette marque de vêtements, qui lui s'est mis au tatou et il commence déjà à faire parler de lui. Et là, vu que c'est un bon pote, vu qu'on a déjà bossé ensemble, je lui dis, vas-y, ça te dit pas, tu viens et tu tatoues le temps que tu veux, le temps du shop. Et lui, il est en mode, bah, chaud, tu vois, vous voulez combien? Je dis, bah, rien du tout, frère, on t'invite, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et là, je passe 10 jours à le regarder tatouer, à le regarder préparer ses postes, à comment il considérait les aiguilles et les machines, tu vois. Il y a un gros échange entre lui et moi, grosse fusion, et lui, il me prête un bout de sa peau. Et là, je tatoue officiellement quelqu'un qui n'est pas ce Romain ou moi. Je tatoue un autre gars, qui est Cédric de Rodo. Allez voir son travail sur Instagram, c'est un monstre. Et donc, je lui en fais un à lui. Puis, j'avais des vendeurs qui étaient des riders du team, parce que c'était une marque qui était orientée BMX et skate. Et je tatoue un des gars de cette équipe-là. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais le déclenchement, c'est ça. Comment je me suis mis à tatouer une autre peau? En fait, j'ai tatoué un tatoueur. Et ça se fait beaucoup dans le milieu du tatou. Souvent, tes premiers tatous, c'est sur des tatoueurs qui t'apprennent le tatou. Donc voilà. Et cet échange, du coup, avec cette opportunité qui t'a donné à se faire tatouer
par toi. Ouais. Est-ce que tu l'as vu comme étant vraiment, je vais exagérer le truc, mais comme un Graal en mode, il t'autorisait un peu à tatouer d'autres personnes, tu vois. Ouais, après lui, il est pas du tout dans ces trucs-là, tu vois, il a conscience des codes et tout, donc en fait, on s'était pas mis une pression comme ça. Mais moi, j'étais quand même archi honoré de le tatouer. Ça m'avait mis une pression de bâtard, tu vois. Parce qu'en fait, il a plus beaucoup de place, quoi, ce gars-là. Et aujourd'hui, encore moins, tu vois. Genre, ce gars-là, le truc que je lui ai tatoué, en plus, il devait faire 3 cm de haut, tu vois, sur 1 cm de large. Parce qu'il a plus trop de place, quoi. Et que tu te dis, putain, le peu de place qu'il a, il m'en laisse une, tu vois. Et lui, il est en détente avec ça, tu vois. Lui, il est en mode, bah ouais, normal, tu vas me faire un tatou, je t'en ai fait un, tu vas m'en faire un, quoi. Et voilà. Et moi, le truc que ça me met, c'est juste une pression parce que je me dis, ouais, il me laisse un bout de peau. Pas tant pour le côté, il fait des essais parce qu'il en a plein, donc en fait, il a plein d'essais. Mais plus parce qu'il lui reste pas beaucoup de place et que là, je vais lui souiller une place, quoi. Ok, mais c'est comme ça que tu le vois. Et au final, Ouais. sur ton rendu, enfin, tu sais, tu finis, Ouais. tu te détends en te disant, ok, ça va, j'ai pas merdé, Ouais. ou tu flippes sur ton truc, ou c'est quoi le sentiment après, quoi. Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire. Sur le moment, je me dis, oh la dinguerie, stylé, quoi. Tu vois, Évident. parce que pas de recul. Pas de recul sur ce qu'est un beau tatouage. Aujourd'hui, si je le regarde, il me fait mal aux yeux. Mais il y a un côté nostalgique qui prend le dessus. Mais ça reste pas un très joli tatou du tout. Très mauvais choix sur plein de lignes et tout. Mais en fait, le tatou, vu qu'il est là à me dire, vas-y, fais comme ça, il est au-dessus de mon épaule, en fait, pendant que je le tatoue. Bah, en fait, les lignes, elles sont bien noires, elles sont bien tenues. Tu vois, genre, ça reste propre. C'est juste pas beau, quoi. Ouais. Mais sur le moment, moi, j'ai pas l'œil qui dit c'est pas beau. Et puis, on est aussi à une époque où je dessine tout sur papier. Et puis là, il m'a dit le matin qu'il fallait que je le tatoue. Fallait que le soir, j'ai chié un dessin, sauf que je travaillais en parallèle. Donc, j'ai fini par lui faire un dessin comme ça a pu, à un moment où ça a pu. Et puis qu'il a dit, ouais, vas-y, on s'en pète un, tu vois. Ouais, et même pour lui, au final, quand tu prends le recul du truc et tout, c'était pas tant qu'il voulait un beau tatou. Ah ouais, non. Lui, il se non, disait juste, je pense bon, pas. je vais le faire kiffer, Ouais, je lui, vais me faire kiffer. Lui, c'est une expérience, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est Que comme. là, Ouais, et j'ai eu la même expérience il y a 2 semaines où en gros, il y a la meuf d'un pote à moi qui voulait tatouer. Je dis, toi, tiens, je lui ai filé un bout de mon pied, tu vois. Et bon, le tatou, il est pas dégueu, tu vois, mais c'est pas une œuvre d'art et je m'en pète un, tu vois. Genre, Ouais. aujourd'hui, la plupart de mes tatous, c'est sur les beuges, c'est de la blague, tu vois. Donc, je pense qu'il était dans la même démarche à l'époque, quoi. Mais après, je l'ai retatoué, on a fait d'autres choses, tu vois. Mais ouais, c'était un peu ça. Mais au début, tu sacralises beaucoup la peau. C'est un truc, quand t'es pas dans le milieu, même les premiers clients, enfin les clients qui font leur premier tatou, il y a une grosse sacralisation de la peau. Hein. Tout le monde est en mode non, mais tu sais, c'est définitif parce qu'en fait, c'est des codes où on te dit toute ta vie, le tatouage, ça tient toute ta vie, ça va faire quoi quand t'es vieux? Très rapidement, quand t'es dans le truc, Quand tu dis t'oublies. sacraliser, c'est genre vraiment en mode gâcher entre guillemets un bout de peau, c'est ça que tu veux dire? Genre, Non. souvent les gens ont peur de faire ça? Non, c'est plus ce côté, les gens ont l'impression que c'est un truc hyper précieux et qu'ils sont en train de faire un truc qu'il faudrait pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Sacraliser, c'est le fait de faire d'exagérer comment tu considères ta peau. ouais, Quoi. l'importance. Ouais, l'importance que tu as auprès de ta peau. Alors que moi, tu sais, c'est déjà fait. Quoi. Le deuil, il est fait depuis longtemps sur la condition de ma peau. Quoi, tu vois. Mais c'est un truc, et tu l'as dit en soi, en le disant dans l'autre sens. Ouais. Une fois que t'as un tatou, Ouais. t'en fais 40 par souvent. mégarde. Tu vois. Souvent, quand tu fais un tatou, t'en fais plusieurs. C'est pas qu'une légende urbaine. Après, il y a des gens qui s'arrêtent à un aussi, tu vois. Bel exemple pour mon père. Mais non, après, surtout quand t'attaques jeune comme nous, ou comme mes clients, tu vois, qui sont des gens en général de notre génération, on parle de 90, années 90, quoi. Et souvent, tu vois, les mecs qui se font tatouer, ils ont déjà plusieurs idées, tu vois. Donc en fait, ça va rapidement partir sur un deuxième, sur un troisième. Et en fait, quand t'en es à plusieurs, et surtout quand t'es entre tatoueurs, les tatou conneries, ça fuse vite. Hein. Ça arrive très très vite. Je crois qu'on t'a rencontré. Enfin non, je crois pas. Je sais que on t'a rencontré vraiment donc à ton poste de directeur textile, machin, on va le dire comme ça. Ouais. On fait un pop-up store ensemble. Ouais. Et ce qui renvoie au premier podcast. Ouais. Allez le regarder. Et un des trucs qu'on voit, c'est toi en train de te faire tatouer un morpion sur une beuge. Ouais, à côté du cul, ouais. ouais.
Ouais, bah c'est ça, j'étais déjà dans la démarche de... Je fais des trucs stylés aux endroits où je trouve ça stylé, et je fais des conneries parce que je les trouve stylés aussi, en fait, tu vois, il n'y a pas que l'exécution. Et puis il y a un dicton que moi j'ai développé maintenant, mais qui est vaut mieux un tatou pas terrible d'une bonne expérience ou d'un bon pote qu'un tatou parfait d'un nazi, quoi. Tu vois, qui veut vraiment dire... C'est extrême, ouais. Ouais, c'est extrême, mais pour bien te faire comprendre que des fois, tu auras le plus beau tatouage du monde, mais tu l'auras fait avec un mec qui te parle pas, qui s'en pète un, qui prend le billet, ou alors, pire, que tu apprends 6 mois plus tard sur les réseaux que c'est un violeur, tu vois ce que je veux dire. Et ça Ouais. existe, Oui, tu bah vois. oui. Donc en fait, ouais, très rapidement, on s'est retrouvé à faire des morpions près de mon cul. Mais cool, tu vois. Moi, l'expérience, je l'ai trouvé cool. Le tatou, je le trouve cool encore aujourd'hui. Puis tu sais, je le vois pas. Voilà, quoi. Mais c'est un monde particulier. Tu nous y as initié dans C'est un vrai. sens, tu nous as ouvert les yeux sur plein de trucs et tout, mais du coup, les gens qui sont pas forcément tatoués ou C'est qui ça. ont pas forcément discuté avec des tatoueurs et tout, parce que c'est encore deux choses différentes. C'est vrai, c'est vrai. Je sais pas s'ils se rendent compte à quel point c'est un milieu codifié. Enfin, tu sais, tantôt t'as parlé de deux trucs. T'as parlé du fait que tu penses que te tatouer toi-même c'est extrême, mais en fait ça l'est pas. Et ça, tu peux pas t'en rendre compte si t'es pas dans ce monde-là. Et je sais plus, il y a un deuxième truc qui m'a fait tiquer, mais Quand je parlais de Cédric et la vision de ses pairs et machin et tout ça. ouais, j'imagine. c'est ça. Ou non, de Nolik, pardon, le fait de Ouais, tatouer un Airbnb. c'est ça, le fait Ouais. que tu sais, ce soit très mal vu, mais Ouais. très respecté. Mais tu sais, c'est un monde assez particulier. Ouais. Si un gars qui veut se lancer dans le tatou aujourd'hui, Ouais. il nous écoute, t'as des tips, des trucs, il y a des choses qu'il doit savoir, qui seraient plus simples pour lui qu'il sache maintenant, ou t'as des conseils, des trucs à dire? En vrai, bah, y en a 10 000 des conseils, tu vois. Évidemment. Forcément. Mais en dire qu'un seul, c'est compliqué. Mais déjà, la première chose dont il faut être conscient, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire. Parce qu'en vrai, de tous les amis tatoueurs que j'ai, je sais pas, aujourd'hui, ça se compte en plusieurs dizaines, quoi, tu vois. Et des très proches, plus d'une dizaine. Il n'y en a pas un qui a le même parcours que l'autre. Il y en a quand même certains où on les reconnaît parce qu'ils sortent des écoles de graphisme ou d'écoles d'art et ils ont fait un truc en rapport avec ça. Mais au-delà de ça, je veux dire, là, tu veux te lancer dans le tatou, là, la bonne démarche, c'est quoi ? Bah, c'est déjà, pour moi, à mon sens, ne pas faire la première erreur qui est acheter un putain de pen. Voilà. Si ça parle aux gens qui s'intéressent aux machines, et j'en ai tous les jours parce que j'ai eu la bonne idée d'ouvrir une chaîne YouTube sur le monde du tatou. On est d'ailleurs en train de se faire filmer, je sais pas si elle fonctionne, mais c'est pour le vlog. Coucou. En vrai, j'ai tout le temps des DM, je pense que c'est au moins un par semaine, qui me dit voilà, je démarre le tatou, tu penses quoi de mes dessins, tu penses quoi de mes tatous, je me suis acheté un pen. J'ai vu que sur YouTube, tu disais qu'il fallait pas acheter un pen, mais moi j'en ai acheté un, est-ce qu'il est bien ? En fait, ce que les gens viennent chercher, c'est pas un conseil, c'est une validation, mais je ne valide pas du tout. Je dirais simplement de commencer avec une vraie sincérité dans le tatou, c'est important. Parce que si tu ne le fais pas sincèrement et pour l'amour du tatou, c'est là que tu te fais cramer. Et si tu aimes sincèrement le tatou, tu commences rarement avec un pen. Après voilà, je passe pour un méchant et pour un méchant à dire le pen c'est pas bien. C'est pas ça vraiment le fond de l'histoire. Le pen c'est un débat aussi. Mais t'entends quoi par un pen? C'est Un quoi? pen c'est un outil de tatou qui fonctionne avec un moteur rotatif. Et c'est la dernière un peu grosse innovation qu'il y a eu dans le monde du tatou. Elle est devenue accessible financièrement depuis quelques temps. Donc en fait, c'est la facilité aujourd'hui que de commencer avec ce genre d'outil. Voilà. Parce qu'ergonomiquement, c'est facile, parce que c'est pratique, machin, tout ça. Mais c'est un objet qui est un peu dangereux, surtout quand tu ne connais rien au tatou. Parce que vu que c'est une machine rotative, et ben globalement, elle ne dispose pas de ressort ou de quoi que ce soit. Il y a très peu de sécurité pour niquer une peau, quoi. Voilà. Là où dans les machines un peu plus traditionnelles, il y a quand même une grosse marge entre je vais faire une bousille volontairement et involontairement et sur le pen où vraiment ça arrive très vite, quoi. Et du coup, toi, tu conseillerais quoi à la place du pen, genre pour les gens qui voudraient se lancer? Mais moi, peut-être surtout pour les gens qui n'ont pas d'oseille, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'oseille quand ils veulent se lancer dans une nouvelle activité professionnelle, bah juste acheter des aiguilles et faites du hand-poke. Voilà. Okay. Du hand-poke, du coup, c'est vraiment genre taper avec un style de marteau comme C'est... ça, un petit Non, maillet, ça c'est plutôt le teburi ou quoi, c'est ce qu'on va retrouver Ok. un peu au Japon, tout ça, mais ou même différents styles de tatou, mais globalement, rien de tout ça. Juste, c'est une aiguille et tu vas faire un mouvement qui fait que ça pénètre la peau et tu vas faire comme du pointillé, quoi. Ok. En fait, c'est littéralement ce que fait ta machine, mais tu le fais à la main, quoi.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ça agresse pas la peau. Ça va avoir des belles cicatrisations. Ça va être, les couleurs, elles vont être bien. Enfin, c'est vraiment plein d'arguments cool le N-Poke, mais souvent les gens aiment les machines, tu vois, comme tout le monde, tu vois. C'est comme si je te disais, tu me dis, je fais quoi pour commencer la moto? Je dis, commence par le vélo. Tu me dis, frère, il n'y a pas de moteur. Tu vois. Je dis, oui, oui. Mais c'est vrai, tu vois. Genre, commence avec 2 roues déjà, et puis vois si tu tiens debout. Mais dans l'idée, c'est pareil avec le N-Poke. Ça te donne un feeling auprès de la peau, tu vois. Ça te fait comprendre un peu comment fonctionne la peau, l'encre, la diffusion, la profondeur, les trucs. Vraiment les rudiments parfaits pour te dire, ok, j'aime bien, et maintenant, je creuse et je parle à des tatoueurs. J'ai déjà fait des tatous, tu vois. Mais il y a ça. Il y a ce truc de si tu veux commencer, commence avec une aiguille plutôt que de commencer avec un scalpel, qui est le pen. Et surtout, le deuxième gros conseil, c'est essayer de t'entourer et de rencontrer des tatoueurs. C'est vraiment ça, moi, qui a joué dans la balance, quoi. Et c'est ce qui a joué dans la balance de tous les tatoueurs que je connais, quoi. Et tu penses que genre la plupart des parce que toi, on sait très bien, tu es quelqu'un très ouvert si on vient vers toi discuter. Ouais, bien sûr, tu vas dire bah oui, voilà, je te donne des conseils, je te donne les tips que j'ai. Mais tu penses que tous les tatoueurs sont comme ça, à être aussi ouverts d'esprit? Non, il y en a plein. Et notamment si tu vois passer un genre random de 17 ans qui a envie de devenir tatoueur, et puis il rentre dans la boutique, et puis c'est que des vieux baroudeurs là-dedans. Puis il vient, il dit ouais, j'aimerais bien tatouer, c'est quoi, comment je fais? Bon, il va se faire jeter, tu vois. Mais peut-être il fera 200 mètres et il y aura un autre shop avec des gens cool, et voilà, ce sera ces gens cool là. Mais il y a pas vraiment de bonne solution de rencontrer des gens non plus, tu vois. Je pense généralement qu'en fait, quand tu aimes un centre d'intérêt, autour de toi va se créer naturellement des gens qui aiment le même centre d'intérêt, quoi. Tu vois, c'est comme cette fameuse légende urbaine qui dit que quand t'es fumeur, tous tes potes sont des fumeurs, mais en fait, quand t'es non-fumeur, tous tes potes sont non-fumeurs. Je pense que c'est pareil quand t'aimes le tatou, il y a plein de gens autour qui se questionnent sur le tatou. Et puis, bah, il y a un moment où il y aura un tatoueur dans la bande, tu vois. Et si t'es pas patient, et si t'es pas du genre à attendre ce genre de message divin ou je ne sais quoi du destin, juste essaye de toquer à des portes, mais aux bonnes portes, quoi. Tu vois, aujourd'hui, il existe plein d'outils. Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a machin, il y a trucs. Tu vas trouver des gens ouverts, un peu plus ouverts. Puis tu trouveras aussi des cons, quoi, comme dans tout milieu, mais surtout que c'est un truc qu'on a déjà mis en avant dans tous les épisodes, je pense, mais il y a une notion de culot aussi à avoir quand tu commences une activité, tu vois. Faut pas devenir déplacé, faut pas forcer, mais juste pousser la porte d'un shop, ça te coûte rien. Et oui, ça demande une petite paire de baloches, mais peut-être que tu fais la rencontre de ta vie et derrière, tu fais carrière dans le tatou, tu vois. Donc, c'est vrai. hésite pas. Mais c'est vrai. Et le culot, mais tempéré, quoi, pas le culot de relou, franchement, il est essentiel. Et dans toute carrière, j'ai envie de dire, quoi. Franchement, je comprends, il y a des gens très introvertis. Il y a des gens pour qui c'est hyper difficile d'aller à la rencontre de gens qu'ils connaissent pas, qui sont parfois impressionnés. Et en plus, le tatou, il y a un peu un truc bâtard où le statut de tatoueur, il est un peu rockstar des fois, ou synonyme d'autorité aussi, tu vois, pour certains, parce qu'il y a des gens qui sont imposants et tout ça, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Mais en vrai, pas du tout, quoi. C'est dans chaque ville, là, je peux te donner un nom d'un shop où il y a des gens ouverts, tu vois. Alors bien sûr, si t'arrives, ils sont en pleine session, bah, ils sont peut-être dans leur mauvais jour. On est tous les mauvais jours de quelqu'un, mais il y a forcément un moyen de se rapprocher de quelqu'un, humainement, à la cool. Voilà, quoi, sans forcer les choses, tu vois. Et puis le touche, tu vois, on en revient au truc de comment tu fais pour démarrer. Bah, faut le faire avec les bons. Oh putain, j'avais l'expression tout à l'heure, j'ai déjà oublié. Avec les bonnes intentions. Tu vois, si tu fais les choses avec les bonnes intentions, ça va couler sur toi, tu vois, les bonnes opportunités, les bonnes rencontres. Si tu le fais avec les mauvaises intentions, et dont on va parler sans doute après, qui est l'argent, tu vois, purement l'attrait à l'argent, souvent c'est là que ça coince, tu vois. Ah, évidemment. Et de nouveau, c'est un truc où on peut faire un parallèle avec tous les milieux artistiques et même tous les milieux plus globalement. C'est un truc que tu vas retrouver où si tu le fais avec ton cœur, ça va le faire. Ouais. Si tu le fais pour l'oseille, ça risque d'être plus chiant. Ouais. Ça peut passer, mais, à fond. Mais donne-toi les moyens. Ouais. Je reviens rapidement sur Le Pen. Ouais. Marine. Non, bah grave pas, du coup. Ok, pardon. Mais je te dédouane du fait d'être méchant par le fait que tu l'as utilisé énormément. Ouais, à fond. Et que du coup,
t'en as tiré les enseignements. Et aujourd'hui, si tu dis que t'es contre Le Pen, c'est déjà pour des avis politiques. et après, parce que tu l'as testé, tu connais le truc, t'as fait ton dos et tout. C'est pas juste un avis de réfractaire qui veut pas qu'on utilise ça ou quoi. C'est ça. Il y a eu une expérience derrière et Exactement. T'as dit non, au final, non. Ouais, non, vraiment pas. Vraiment pas. Non, c'est censé quand je le dis, c'est vraiment pensé. Et déjà, la première chose qui me vient à l'idée avec ce genre d'outils, c'est que c'est des outils qui ont des dates de péremption. Tu vois ce que je veux dire ? Donc déjà, quand tu veux investir et tu penses bien investir, en fait, tu te dis faut investir pas cher, et en fait, tu te retrouves avec un outil qui est jetable. Bon, pour moi, c'est pas non plus le best move. Déjà, primo, et puis deuxio, c'est vraiment un outil qui est assez incisif, quoi. Faut vraiment être très délicat. Ça marche vraiment bien pour certains types d'aiguilles et pour certains types de dessins. Et puis au début, quand tu commences, t'es pas là à adapter ton dessin de rapport à ton feeling avec les aiguilles, ni l'inverse, tu vois. Donc souvent, juste, t'as un pen, t'as l'impression que ça marche, tu fais des trucs. Et moi, j'ai vu de mes yeux, attention, vraiment, pareil, je vais pas name dropper, tu vois, mais j'ai vu des blessures, genre graves. Quand je dis grave, on parle pas de la perte d'un bras, tu vois, mais des blessures où la peau est brûlée, elle est esquintée, genre il manque des bouts de peau littéralement, tu vois. Donc là, on rentre un peu dans le plus 18 quoi, en termes de films d'horreur, mais vraiment, genre, on parle de presque, il faudra aller à l'hôpital pour soigner la peau, quoi. Et peut-être pas aller jusqu'à la greffe, mais tu finis avec une bonne boursouflure toute ta vie, comme quand tu as une cicatrice qui se passe mal, on en a tous sur les genoux ou quoi que ce soit. Franchement, j'ai vu des dingueries faites avec ce genre d'outils, c'est un peu violent, quoi. Donc c'est pour ça que je le conseille pas au début. Parce qu'en plus, dans le tatou, il y a ce truc où si tu veux perdurer, et même si tu as les meilleures intentions du monde, si tes tatous que tu montres ou que tu as en exemple ou avec lesquels tu commences, c'est des tatous où tu blesses les gens, c'est encore plus mal vu qu'un tatou qui juste tient pas justement parce que t'as pas assez appuyé ou quoi. Parce qu'il y a un chemin qui est irréversible dans le tatou, quoi. C'est que c'est irréversible justement le tatou. Et si tu passes le côté ça y est, là t'as fait de la merde au point qu'on ne puisse plus revenir en arrière, on ne puisse plus rien en faire de ce tatou-là et de ce morceau de peau, là t'as un cap dans le tatou qui est très mal vu, quoi. C'est trop tard, t'as baisé le truc. Alors que si tu fais pas un très beau tatou qui tient pas très bien, où les lignes elles s'effacent, bah c'est pas grave, tu peux les refaire, tu vois. Vaut mieux ce sens-là que l'autre. Souvent, le premier sens dont je parlais, qui est c'est trop tard, c'est foutu, on a niqué le client, on a niqué la peau, on a fait des blessures, c'est très très mal vu, quoi. Et ça s'entend, tu vois, ça s'entend. C'est évident que ça s'entend. Tu vois. J'aimerais bien qu'on discute. Ça va pouvoir parler à plein de gens en plus parce que carrément. Je pense que c'est une question qu'on se pose dans tous les milieux arty et tout, c'est comment je trouve mon style. Toi, aujourd'hui, comment tu définis ton style dans le tatou et est-ce que tu as commencé par la directe enfin bref, c'est quoi ce que tu fais aujourd'hui, comment t'es arrivé là? Moi, j'ai démarré avec des dessins de ce qu'on appelait à l'époque ignorant. C'est un courant artistique dans le tatou qui consiste à simplifier des dessins. Bon, aujourd'hui, avec le recul qu'on a sur ce style-là, qui a 10 ans, tu vois, qui est grave vieux en fait, on se rend compte qu'en fait, si on parle du dessin le plus traditionnel américain, c'était déjà de l'ignorant, quoi. Attention, ça va faire crier les puristes, mais c'est vrai, tu vois. Si tu prends la tête d'une pin-up dans les années 50 sur les tatous, c'est que ça consiste quand même juste à simplifier le nez et les yeux, et c'est pas toujours droit, quoi. Bah, c'est ça l'ignorant, tu vois. Maintenant, je suis un peu sorti de ce courant-là parce que déjà dans mes traits et dans mes dessins, ça a changé, quoi. J'avais plus la même appréhension d'un dessin. Me donner un nom de style, c'est un peu compliqué, même moi j'en ai pas trop. Je sais juste que ce que je préfère faire et ce que je fais de plus en plus, c'est de la line et c'est du black, principalement. Donc c'est de la fat line black. Et maintenant, en termes de ce que je dessine avec ces fat line black, c'est souvent dérivé de la pop culture, c'est un peu street. Et puis là, petit à petit, je m'ouvre à d'autres choses, donc voilà, quoi. C'est des codes qui sont très codifiés tatou, soit ancien tatou, soit street, soit tall, soit ce genre de truc. Globalement, on va retrouver, je sais pas moi, des chérubins, des statues, des peintures, tu vois, des trucs un peu qui sont classiques mais retravaillés. Et puis il y a tout ce truc un peu, moi, un peu cartoon, un peu pop culture, qui en fait régit juste les années 90, quoi. Donc en fait, mon style de dessin, il pue le tatou et il pue les années 90, quoi, globalement. J'ai oublié.
Ok. J'ai carrément oublié ce que j'allais dire. Ouais. Non, Comment si, comment je suis arrivé à ce c'est- style-là? Ouais, bah oui, les influences, tu sais, Ok. au-delà du tatou, Ouais. comment t'arrives, parce que... À ce style-là. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais. moi, je les connais. Ouais, c'est ça. Bah, globalement, en termes de style pur et dur artistique, il y a peu de choses qui me parlaient quand j'ai démarré le tatou. Donc en fait, elles se sont affinées en bouffant du tatou, quoi. Et en tatouant, et en dessinant, et en m'intéressant à toute la culture. Tu sais, cette fameuse tunnel vision que j'ai depuis, en fait, et qui est restée. C'est ça qui me fait kiffer autant le tatou, c'est que je suis resté dans cette tunnel vision. Globalement, des inspirations, j'en ai assez peu. J'ai quelques artistes qui m'inspirent, mais qui sont tatoueurs. Mais sinon, ce qui, moi, me fascine en dehors du tatou, et je pense c'est ce qui transpire dans mes dessins, ça va être la culture manga, la culture bande dessinée, la culture dessin animé. Donc en fait, tout ce qui est dessiné, presque de manière un peu infantile ou nostalgique, mais un truc de dessin vachement BD, vachement personnage, vachement... C'est plus ça. Et puis après, bah, j'ai eu toute cette culture autour du textile, auprès de mon ancien travail et tout, qui m'a aussi ouvert les yeux sur plein de styles de graphisme, tout ça. Donc c'est difficile de citer des courants ou quoi, mais voilà quoi. Et tu ressens une influence, parce que tu as parlé aussi du graphe, enfin, tu sais, Ouais. du truc urbain, Ouais, à juste fond. la culture urbaine, tu vois, Ouais. et underground et tout. C'est un truc que moi, je pense voir dans tes tatous, tu vois. Mhm. Je sais pas si tu le définis comme ça, enfin, tu sais, si toi, tu te rends compte ou si tu es conscient du Ouais. fait que ça a de la place dans tes tatous, Oui, oui. mais... et Ouais, juste, complètement. ouais, ok. Complètement. Même moi, ce qui me plaît le plus, c'est toujours de pouvoir se dire putain, c'est un peu gang. Tu vois, Ouais. c'est ma jauge à moi, c'est ma moyenne à moi. Si le dessin il fait un peu gang, c'est bon. Mais des fois, tu sais, un Pikachu, c'est gang, tu vois. Ouais, bien sûr. Alors qu'il y a 5 ans, le Pikachu était pas très gang, tu vois. Mais comme, je sais pas, moi, n'importe quel manga, en fait, si tu reviens 5 ans en arrière, un peu avant qu'il y ait la mouvance Orelsan PNL, c'était pas très gang les mangas, tu vois. C'était un peu nerd, c'était un peu mal vu. Aujourd'hui, c'est gang. Alors, je kiffe. Mais après, il y a plein d'autres trucs qui sont gang, mais loin du graphe en vrai maintenant. Même avant, en vrai, en fait, ce que j'aimais, c'était avoir un support. Et en vrai, je taguais plus que je ne graphais. Donc, en fait, je kiffais plus vandaliser dans l'idée que de vraiment faire des fresques ou quoi. Mais c'est plus ouais, la culture urbaine, quoi, street. Et ouais, j'espère qu'elle transpire dans mes tatous parce que c'est un peu comme ça que je vois le truc. Après, tu vois, c'est sans en faire non plus des tonnes et sans être dans le cliché et sans vraiment être un mec non plus gang à fond, tu vois. Mais c'est vrai que oui, une paire de TN, c'est un peu gang. Donc je dessine une paire de TN. Je kiffe la chose, donc voilà, tu vois. Et c'est que ça, c'est que si j'aime, je dessine. Et en plus, bah, ce que j'aime, c'est street ou pas, quoi. Donc, Et quand même très street. est-ce que tu as déjà eu, comment dire, t'es déjà sorti de ces trucs-là? Parce Ouais. que le projet d'un de tes clients te faisait kiffer, tu t'es dit, vas-y, je me lance là-dedans ou À fond. À fond. Je le fais très très souvent. En vrai, en fait, je le reflète pas sur les réseaux, donc on le voit pas. Ou sur YouTube ou quoi. Donc, en fait, on n'a pas l'impression. Mais moi, déjà, pendant, je sais pas, mes 2-3 premières années de tatou, j'ai rarement dit non à un tatou, sauf quand je m'en sentais pas capable. Et si je me sentais pas capable ou j'avais un doute, je tentais quand même un dessin, tu vois, et je tentais de me mettre d'accord avec le client. Donc, en fait, moi, je me suis balancé sur des trucs. Mon ref, c'était pas street, hein, c'était... Et si tu le vois, tu dis pas c'est Lucas Laclanche non plus, tu vois ce que je veux dire. Mais toujours dans cette culture de, bah, de toute façon, je dois m'entraîner à dessiner, je dois m'entraîner à tatouer, donc en fait, j'accepte. Il y a des potes à moi hein, qui sont dans le tatou et qui n'ont jamais tatoué autre chose que leur style, autre chose que leur dessin. Et je suis en mode, bah, c'est tant mieux pour vous, les gars, ça a l'air d'être charmé et tout. Moi, j'aimerais avoir cette vision purement artistique de dire, bah non, c'est pas mon taf, c'est pas mon truc, c'est pas ma veine, c'est pas mon style. Mais dans les faits, en fait, j'aime profondément le tatou, quoi. Plus que l'art, en fait, tu vois. Et l'acte de tatouer et tout ça, gros, je kiffe, quoi. Du tatou, j'en bouffe. Vous m'avez vu bosser des journées, des tatous, je peux en faire à la chaîne, gros. Et je suis heureux, je le fais avec le sourire, tu sais, c'est mon truc, quoi. Donc en fait, ouais, j'ai déjà accepté des tatous qui avaient rien à voir, et puis j'ai dû me faire la main sur des dessins qui avaient rien à voir. Mais ça m'a amené des trucs, hein, tu vois. Il y a vraiment des fois où ça m'a apporté, je pense notamment à Thomas. Voilà, on s'en fout, c'est un client, mais c'est un ami d'enfance qui un jour est revenu en contact envers moi. Ça faisait 10-15 ans que je l'avais pas vu. Il me dit, ouais, t'es devenu tatoueur. Moi, je kiffe le old school. Est-ce que tu sais faire du old school? Je dis, bah non, j'ai pas les codes. Tu vois, parce que c'est un dessin codifié, pareil, tu vois, le tatou c'est codifié. Hein. Peu importe où on ira dans le tatou, c'est codifié. Donc,
Mais je savais pas du tout ce que c'était que le old school, mais j'ai dit, bah, si tu veux, j'essaye. Donc en fait, j'ai pris, je sais pas moi, 15, 20, 30, 40 illustrations de panthères, de comment on dessinait une panthère, de pourquoi ils font ça comme genre de dessin. J'en ai tiré mes propres conclusions. Je suis parti sur une panthère. Et puis en fait, là, bah, tu vois, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je dessinais une panthère, quoi. Tu vois. Ça me resserre, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai une sensibilité sur le old school que j'avais pas encore à l'époque. Et qu'en démarrant sur le tatou, j'avais, mais pas du tout. Et en fait, aujourd'hui, je kiffe, quoi. En fait, le truc, c'est que tu as une sensibilité de manière Ouais, à générale fond. sur le tatou, quoi. À Genre, fond. du moment que tu tatoues Ouais. une peau, toi, ça Ouais, te ouais. chauffe, quoi. Mais tu vois, il y a des trucs qui me parlent pas trop, comme style, comme le micro-réalisme ou le réalisme pur et dur, et encore moins le réalisme couleur. Mais peut-être qu'un jour je m'y intéresserai de loin. Je dis pas que je ferai des bras complets avec des visages et tout, parce que je me vois pas là-dedans du tout. Vraiment pas même. Ça m'a l'air d'être mission impossible, mais peu importe. Mais peut-être un jour pour le challenge, je le testerai. Mais tu vois, par exemple, le meilleur exemple que j'ai aussi sur le fait qu'on me demande des choses et que ça m'apporte quelque chose, c'est le fait d'utiliser des aiguilles très fines, car les tatous très fins, c'est très à la mode auprès de la gente féminine particulièrement, mais pas que. Notamment grâce à l'arrivée de plein de stars qui se sont fait tatouer des trucs minimalistes. Et donc je me suis forcé en fait au début à faire des tatous miniatures avec des mini aiguilles. Et c'est l'épreuve. Hein. Qu'on se le dise tous dans le tatou, là, si vous voulez commencer, c'est une épreuve. Hein. Vous allez faire de la merde au début, quoi. Mais ça m'a forcé à utiliser des aiguilles toutes fines. Aujourd'hui, je dis pas je vais les master, les mini aiguilles. Mais genre, moi, j'ai l'impression de me trimballer avec, quoi. Tu vois, j'ai l'impression d'être trop à l'aise avec. Et aujourd'hui, bah, du coup, il y a plein de fois où les petites aiguilles elles me servent à faire des finitions, des détails. J'ai plus peur, quoi, tu vois. Et tu dis trop important, les quoi. aiguilles fines, etc. Ouais. Genre, c'est quoi le truc dur que tu es en Avec, train de dire? avec une aiguille fine, Ouais. l'aiguille fine, elle a plusieurs caractéristiques qui font que c'est assez difficile à manier. Globalement, l'outil dont on se sert, c'est quand même un gros outil, tu vois. Tu vas le voir toi-même que si tu essayes de faire un trait droit avec une mine très fine, genre Critérium, ce sera pas tes droits. Par contre, si tu le fais avec un gros marqueur, tu auras quand même cette impression que c'est très droit. C'est un peu la même chose sur la peau, si ce n'est qu'en plus, bah, tu as la faculté, c'est de la peau. Tu vois, le point qui est. Bon, c'est de la peau, c'est plus du papier, quoi. Et donc, l'aiguille très fine, ça a tendance à rentrer très vite, très profond, donc il faut être très délicat. Puis en plus, faut être très précis pour faire quelque chose de propre, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus difficile. Et ça l'est vraiment, quoi. Ouais. Ok. Mais c'est cool, ça, au final, ça te rajoute juste une corde à ton arc. C'est ça. Et Ouais, même à dans fond. tes tatous de tous les jours, Ouais. maintenant, tu peux utiliser À fond. du fin que tu n'aurais pas fait si Ouais, il n'y avait exactement. pas eu cette vibe. Ouais, ouais. Ça C'est m'a- trop cool. Ça m'est arrivé il y a 2 semaines, j'étais à Nantes en guest chez les copains d'Ultra Normal et il y a un mec, il m'écrit plusieurs semaines avant, tu vois, pour qu'on fasse un tatou. On part sur une bagnole qui est une Toyota AE86 pour ceux que ça parle, donc une Panda, qui est la voiture de Initial D, un vieux manga, tu vois, donc culture hyper populaire, drift, c'est street, frère, c'est gang, c'est dans mon truc. Sauf qu'il me dit, en fait, voilà, je l'aimerais en pas aussi épaisse que ce que tu as fait, notamment une que j'avais fait à Mons avant les vacances et tout, tu vois. Il me dit un peu plus fin. Je dis, ok, dans ma tête, un peu plus fin, c'est pas fin. C'est un peu plus fin que ce qui était là. Et là, c'était du fat, ce que j'avais fait. Donc, je me dis, bon, voilà, je dessine comme d'hab, mais un peu différent, quoi. Puis il arrive le jour J, il me dit, en fait, non, je voyais ça beaucoup plus fin. Et puis je voyais ça sur, bon, là, je montre à la cam, ça veut rien dire, mais je sais pas, entre 6 et 8 cm, quoi. Tu vois. Alors que d'habitude, c'est plutôt 15. Tu vois. Ok. Donc là, ça change. Il réduit la taille de Et, l'aiguille et en plus du dessin. ouais. Et c'est une voiture qui est hyper détaillée, quoi. Elle a plein de détails dans les jantes, dans les pneus, dans le pare-choc. Tu vois, vraiment, genre, beaucoup de détails. C'est pas genre une voiture toute simple, minimaliste. Et en fait, j'étais là en mode, ouais, bah, pas de souci, frère. J'ai déjà fait une Twingo une fois à la 3 parce que pareil, il y avait une meuf, elle voulait ma Twingo. Sauf qu'à la base, la Twingo, elle faisait 8 cm, elle voulait qu'elle fasse la taille d'une pièce de 2 euros. Donc en fait, vas-y, ça part, je sais faire. Et là, je me suis balancé sur le truc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, je vous disais que le micro-réalisme et tout, ça m'intéressait pas du tout, que je me voyais pas là-dedans. Mais genre, j'ai pris la moitié des skills de micro-réalisme pour faire cette voiture, quoi. Et ça a marché, tu vois. Voilà. Donc voilà, non, c'est juste. Moi, je refuse peu de demandes tant qu'elles me parlent, tu vois. Bien sûr, il y a des extrêmes limites. Il y a des motifs que je refuse de dessiner, des zones que je refuse de dessiner. J'ai des limites dans la pratique. Maintenant, il y a plein de trucs où moi, je dis pas non, quoi. Et j'ai plein de copains qui ont démarré en parallèle de moi ou un peu après moi, qui sont des proches, hein, qui, eux, ne sont pas du tout du genre à tout accepter. Et après, c'est pas pour me jeter des fleurs ou quoi, mais ils s'étonnent que moi, maintenant, je tatoue vite, bien, ou des trucs comme ça. Je dis pas que c'est... Voilà.
les gars, on dit pas que je tatoue bien, mais tu vois ce que je veux dire, comparé à des débutants. Bah en fait, c'est juste que moi, je pense, j'ai tout accepté, entre guillemets, quoi, quand je dis tout. Donc, j'ai accepté un max de projets. Je postais pas tout, parce que c'était pas mon style, et voilà. Donc, c'était pas du tatou alimentaire, je dirais que c'était du tatou expérimental. Je me suis fait la main sur plein de gens, sur plein de trucs, et aujourd'hui, bah, ce que je fais, bah ouais, quoi. Ouais, en fait, de tous tes tatouages que tu as fait, tu as vraiment tiré une expérience de chaque truc, quoi. Hyper important. Parce que moi, je suis ouvert et je suis comme ça, et je suis bosseur, et j'ai un amour profond pour le tatou. Donc, je pense que c'est ça qui fait que je l'ai fait à fond. Maintenant, chacun a sa vision, chacun a son expérience, donc c'est pas mieux ou moins bien, juste là, bah, tu vois, je reviens d'une semaine à Bordeaux, je reviens de Nantes et tout, et les mecs, ils sont kéchos à chaque fois qu'ils me voient tatou, parce que je fais des tatous, frère, qui durent 4 minutes. Ils sont en mode, mais comment tu fais ça en 4 minutes? Je dis, bah, parce qu'en fait, il y a 3 ans, j'ai passé 3 heures à faire la même chose. Tu vois, mais en fait, d'une autre forme, d'une autre façon. Et là, j'ai juste tout optimisé, et j'ai tout travaillé, et voilà, maintenant, ça va vite, quoi. Mais je pense que c'est le cas pour tout. Genre, et surtout au début comme ça, parce qu'en soi, c'est relativement récent que tu sois vraiment à fond dans le tatou et tout. Ouais. Comme tu disais, tu t'y es déjà intéressé relativement tard Ouais. pour le faire de façon professionnelle et tout. Je pense qu'il faut rester humble et tout au début et se dire qu'il faut tout tester, tout expérimenter, tout ce qui est un petit peu autour de ce que tu es en train de créer. Parce que ça va t'aider à faire ce que tu veux. Tu vois, quand tu as 30 ans de carrière, fais ce que tu fais. Ouais. Mais quand tu es au début, frère, Fais ce qu'on tente te des demande. trucs. Ça va t'aider. Plus tard, ça va t'ouvrir des horizons. Peut-être que tu vas changer alors que tu n'aurais jamais pensé changer de style. Ouais. Il y a plein de trucs qui peuvent déboucher de ça. Mais de toute façon, il y a un truc, le film Yes Man, Oui. c'est con, mais il y a un truc à retenir de ça, c'est que en vrai, c'est souvent une très mauvaise idée de dire non, tu vois. Ah ouais, ouais. Genre, Yes Man s'est poussé à l'extrême, le gars, il dit oui à met tout, en il se danger. retrouve dans des trucs de ouf. Mais genre, je sais plus où j'ai entendu ça, mais récemment, j'ai entendu ce truc de il faut être Yes Man, il faut dire oui à tout Ouais. et tout. Et j'essaye de l'appliquer, et je te jure, ça fonctionne. Tu sais, il y a des trucs où juste je m'étais dit, ah non, j'ai pas envie de faire ça. On m'a dit, bah si, viens, tu sais, même une soirée ou quoi. Puis tu rencontres un gars, tu discutes, il y a des trucs qui se passent, tu vois. Donc, dire non, c'est souvent une mauvaise idée. En vrai. C'est mais vrai. il faut savoir le faire, parfois. Ouais. Non, mais bien sûr, on dit pas de dire oui à tout ou quoi que ce soit Ça. bêtement, mais c'est vrai que dans le cadre d'une pratique en général, comme ça, une passion, un hobby, un truc, faut quand même rester au moins curieux, et j'estime que dire oui, parfois, c'est quand même être curieux. Donc, oui, je dirais qu'il faut quand même rester grave sur le côté curieux, grave être à fond. Et puis, il y a aussi ce côté de ça te fait sortir de ta zone de confort, de dire oui, quoi. Tu vois, tu le disais, des fois, t'as pas envie d'y aller, et puis t'y vas, et puis des fois, ça se passe bien. Et quand ça se passe bien, bah, t'aurais pu passer à côté d'un truc hyper bien, alors que non, t'as juste dit oui, quoi. Donc, non, pour moi, c'est hyper, ça a toujours été hyper important, parce que formateur, de dire oui, d'accepter. Maintenant, ça a toujours été fait de telle sorte à ce que je prévienne, parce que j'étais débutant et qu'au début, il y a un côté disclaimer à avoir avec les gens, à dire je débute, faut être tolérant, faut se mettre d'accord sur un dessin, on n'y va pas tant que toi et moi tu le sens pas. Il y a tout ce travail-là à faire. Mais ouais, moi, j'ai kiffé faire tous mes tatous. Aujourd'hui, il y en a plein. Quand je les regarde, je me dis putain, j'aurais pas fait ça comme ça aujourd'hui. Mais forcément, et je me redirai ça dans 5 ans sur le travail actuel. Donc bon, faut rester cool, quoi. Ouais, mais du coup, tu as toujours été transparent avec tes clients de 1 et tu as Ouais. toujours essayé t'as tenté de faire des trucs à chaque fois qu'on te les proposait, quoi. Ouais. Qui t'a donné cette expérience, etc. Ouais, c'est ça. Mais au moins, je tentais, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Je sais pas, quelqu'un venait me voir et me disait, en fait... Après, tu vois, bon, je me suis jamais tenté sur... je veux un truc en réalisme, tu vois, littéralement. Je veux un visage de ma grand-mère issu d'une photo des années 30. Non. Clairement, ça, c'est un non, et je ne me balancerai pas de oui avant très longtemps. Mais sur des demandes qui me paraissaient... pas bateau, parce que j'ai pas envie de dénigrer les gens qui portent ce genre de tatou ou des tatous, mais des tatous qui sont un peu des tatous plus évidents, plus réguliers, qu'on retrouve beaucoup sur internet, sur la télé et tout. Je vais te donner des petits exemples de motifs, mais ça vise personne, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son corps, attention, mais genre une petite lune derrière l'oreille, je sais pas, un petit truc comme ça, ça paraît con, hein, une lune derrière l'oreille. Mais déjà, tatouer derrière l'oreille, c'est pas facile. Tu sais pas où poser tes mains. Et au début, tu as besoin d'appui. Tu peux pas tatouer en freestyle, main dans le vent.
Et puis une lune, quoi. Tu sais, c'est 2 traits et c'est 2 arcs de cercle, quoi, qui doivent être parfaitement symétriques et tout, machin. C'est chaud du cul, tu vois. Et ben moi, j'ai accepté plein de trucs comme ça, tu vois. Plein de trucs galères. Et en vrai, j'ai pas fait que de la merde, tu vois. La plupart du temps, c'était genre ok de ouf. Mon client était prévenu que je débutais, donc ça allait pas être un tatou. Bon, en même temps, il payait pas ou il payait peu, donc il y a ça aussi, tu vois, qui rentre en ligne de compte. Mais voilà, quoi. Ok, du coup, au final, genre, t'as toujours tenté, ça t'a permis Ouais. d'expérimenter, de Ouais. développer tes capacités. Mais enfin, nous, on sait, parce que genre, on te côtoie, etc., que genre, pour devenir tatoueur, tu dois passer je sais plus, Ta formation hygiène et la salubrité. formation hygiène, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour les Ouais. auditeurs qu'est-ce que c'est, en quoi ça comporte? Ouais. Alors, globalement, pour devenir tatoueur, il vous faut 2 choses. Un statut juridique pour pouvoir déclarer de l'argent, si vous percevez de l'argent, et une formation hygiène et salubrité. Voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour devenir tatoueur. Vous n'avez pas besoin d'être bon en dessin. Ce qui fait que ça donne lieu à des dingueries. Et puis aussi à des nouveaux courants artistiques. Tu vois, il y a de tout. Je suis pas là pour juger. Et donc, vous déclarez vos revenus avec le statut que vous voulez. Ça peut être employé, mais ça n'existe pas trop dans le tatou, faut le savoir. Ça peut être entrepreneur, micro-entreprise, grosse société, ce que vous voulez, peu importe. Et puis, il y a cette formation hygiène et salubrité, qui est une formation de 25, 26, peut-être 30 heures à peine, je pense, qui dure 3 jours, donc, qui sont faits avec des organismes qui sont certifiés par l'État. C'est une formation qui a été mise au point il n'y a pas très longtemps, je pense 10-15 ans max, par le SNAT, qui est le syndicat national des artistes tatoueurs, qui a été fondé par Tintin, le père de tous les tatoueurs apparemment. Moi, je connais pas trop cette culture-là du tatou avant les années 90, donc c'est compliqué, mais je la connais, mais que les traits que je veux, peu importe, on va pas s'étaler là-dessus. On est bon. C'est bon. On est bon, désolé de cette coupure. On est de retour, désolé pour la coupure, la batterie, tu connais. Du coup, on était à La l'hygiène. formation hygiène et salubrité. C'est ça, ouais. On a expliqué comment tu faisais la première partie pour devenir tatoueur, qui est la thune. Maintenant, hygiène et salubrité, c'est une formation, comme je le disais, je pense un peu moins de 30 heures, qui t'apprend en fait, ça se découpe en plusieurs chapitres. Tu as une partie sur tout ce qui va être hygiène pure et dure. Simple, comment tu te laves les mains, quelle surface tu touches, quelle surface tu désinfectes, tu stérilises, stérilisation, tout ça. L'asepsie sur la peau du client, voilà, tout un délire d'hygiène. Ensuite, tu vas avoir une partie sur les dangers et sur tout ce qui va être germes, bactéries, infections. Et puis, tu vas avoir les gros chapitres interdits, parce que c'est aussi une formation qui est dédiée aux perceurs, pas que au tatouage. Donc, c'est tout ce qui va être interdiction de la bonne mode, des produits qui sont illicites en salon, les scalpels, les médicaments, les trucs comme ça. Et puis, en dernier lieu, tu vas avoir la partie aménagement d'un shop pour les normes, pour comment il va faire pour être aux normes. Les produits aussi, et les appareils. Donc voilà, globalement. Comment ça se passe une formation hygiène et salubrité. Tu ressors à la SAT, tu as un mini questionnaire qui est même pas obligatoire, et que si tu réponds tout faux, tu as quand même la formation hygiène. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent, ils s'installent, ils dorment au fond de la classe, et puis ils repartent avec une formation, et après ils peuvent exercer. Donc vu qu'il n'est pas obligatoire d'avoir des bons dessins, et qu'il n'est pas vraiment obligatoire en termes d'examen d'avoir un diplôme, c'est un diplôme, mais c'est un diplôme de formation, c'est pas un diplôme avec examen, et il faut avoir des bonnes réponses. Ça veut tout et rien dire. Donc il existe des tatoueurs qui dessinent bien mais qui sont crades, et il existe des tatoueurs propres mais qui dessinent bien ou mal. Donc voilà, il existe tous les cas de figure dans le monde du tatouage. Choisissez bien vos tatoueurs. Voilà. Comment on choisit bien un tatoueur du coup ? Parce que le style et le personnage vous plaît. Moi, c'est le meilleur conseil sur lequel j'irai. C'est un tatouage qui doit vous correspondre. Ça fait toujours peur, surtout quand on est jeune, de se dire qu'on fait 200 km pour un tatouage. Mais en fait, en vieillissant, et vous le savez, 200 km, ça se fait vite. Quand tu es un peu impatient, parce que c'est ça qui nous régit quand on a 18 ans. Bah moi, j'ai fait cette expérience-là, d'aller au tatoueur le plus proche de chez moi, pas trop cher, et puis de me faire charcuter la peau. Et puis bon, j'ai une bouse sur le corps qu'il faut que je fasse effacer. Donc, choisissez un tatoueur. S'il faut faire des bornes, faites des bornes. S'il faut économiser parce qu'il réclame un peu plus d'argent que les autres, économisez. Et vous aurez le tatouage dont vous rêviez. Voilà. Je pense que c'est un bête de conseil. En vrai, c'est le conseil qui paraît le plus naturel. Mais c'est des conseils qui sont souvent peu respectés par les gens les moins matures, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, j'ai pas envie de dire les jeunes de 18 ans, parce qu'on peut être très mature à 18 ans et tout ça, mais
Moi, j'ai fait cette expérience-là, d'être très immature et de vouloir des tatouages vite pour avoir un tatouage, en fait, tu vois. Et mauvais bail de ouf, je le conseille pas, quoi. C'est marrant ce que tu viens de dire. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose d'avoir un tatouage aujourd'hui? Genre, tu sais, ça a été mal perçu à un moment. Ouais. Puis, du coup, vu que c'était mal perçu, ça a été bien perçu par une autre branche de la population. À fond, ouais. Aujourd'hui, est-ce que ça a encore autant de signification et tout, d'être tatoué ou pas tatoué, d'après toi Je pense que ça dépend du tatou qu'on se fait. Parce qu'il y a des tatous avec des codes. Il y a tellement de sortes de tatous aujourd'hui que, bon, bah, globalement, vous faire une petite fleur près du poignet, ça vous empêchera pas d'exercer beaucoup de métiers, quoi. Voilà. J'imagine qu'il y a encore quelques médecins un peu à l'ancienne, quelques banquiers un peu à l'ancienne, mais pour vous donner un ordre d'idée, moi, j'ai eu une chance de ouf dans ma vie, c'est que ma banquière est tatouée, et elle comprend les tatoueurs. Ça a facilité ma vie sur le plan banquier. Banque, c'est incroyable. Donc quand vous avez une entreprise, vous comprenez qu'il faut être bien avec sa banque. Mais globalement, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a des tatous qui sont plus trop réfractaires à quoi que ce soit. Simplement, bah oui, quand tu te fais tatouer un certain symbole, ça t'emmène avec un certain type de personne, certains emplacements. Je pense notamment au face tattoo. Les tatous, c'est bien vu, mais n'empêche qu'aujourd'hui, avoir les mains tatouées ou des tatous sur la gueule, c'est quand même un peu différent. C'est encore autre chose. Donc voilà, faut réfléchir un peu à tout ça, quoi. Souvent, on se dit que vas-y, on baise le monde, c'est pas grave. Si on a ce genre de tatou, je fais avec. C'est vrai que tu te mets dos au mur en te faisant tatouer la face, t'as plus le choix que de revenir en arrière. Hein, donc c'est toi, si t'as les épaules pour te challenger, tant mieux. Mais il y a des gens que ça va plonger dans la dépression parce qu'ils pourront plus rien faire de leur vie. Donc à chacun son aise, quoi. Ok, bah ici je pense t'as donné pas mal de conseils en vrai sur le tatou de manière générale. Ouais. Je trouve qu'on a fait un bon petit tour. Et si vous en voulez plus, il y a ma chaîne YouTube. C'est vrai aussi, il y a sa chaîne YouTube. Oh. Qui est d'ailleurs Lucas Laclanche. Voilà. Vous me retrouvez sur YouTube, sur Insta, vous venez discuter, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on se rencontre, ça a été le cas avec plein de gens qui démarraient le tatou, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez des saps, c'est équipage team toujours. Ouais. Ça change pas. Bah, c'est vrai qu'on l'a vu. ça change pas. Si, mais j'ai pas. Mais Ouais, ça se voit moins, mais. Je l'ai. Moi, ça change pas de mon côté. Mais du coup, à quel moment maintenant c'est devenu sérieux? Et tu t'es dit, genre là c'est bon, j'en fais mon métier, c'est sûr et certain. Ouais, il y a eu une longue période je faisais du tatou à côté de mon emploi. On va rapidement faire une parenthèse sur cet emploi parce qu'elle m'a ramené à plein de choses. Globalement, j'étais sur la fin, sur le papier responsable marketing sur le titre du contrat. Maintenant, j'étais juste le plus haut poste d'une entreprise qui était une marque de vêtements. Et donc, vu que j'étais un peu responsable, slash directeur, slash ce qu'on veut, on s'en fout, c'était un esprit Startup Nation qui pue la défaite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les titres, ils veulent rien dire. On était juste parti dans une démarche de si tu fais ton job, c'est bien, et puis tu fais ce que tu veux de ton temps, et on s'arrange sur les congés, les trucs et tout. Donc moi, je touchais mon salaire fixe, ça m'assurait une protection. Et j'avais du temps, au-delà de mes 39 heures, ou plus parfois, mais peu importe. Ça m'offrait du temps parce que j'ai jamais été rechigné au fait de travailler, vu que c'était une passion, comme je vous l'ai dit, j'aimais profondément le tatouage. Je l'aime toujours profondément, c'est d'actualité, mais même à l'époque. Donc du coup, ça me dérangeait pas de travailler à côté. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait beaucoup de tatous pendant longtemps, sans prendre une thune, juste des potes de potes. Ça a commencé en prenant un skater, et il est pote avec plein de gars qui sont dans le graphisme. Et puis en fait, tu touches toute une école, et en fait, tu tatoues une classe, et après une promo, et après la promo d'après, et voilà. Et en fait, jusque-là, ça commence à devenir sérieux. Vraiment parce que je commençais à prendre des premiers 20 balles. Donc tu sais, tu te sens un peu en mode ah cool, on peut gagner de l'argent avec ça. Ça y est, c'est cool. Et puis après, il y a eu ce côté pop-up, comme on l'a annoncé tout à l'heure, qu'on avait fait en commun. Je pense notamment à celui de Strasbourg, où j'ai rencontré le bon vieux Robink, qui avait collaboré avec nous. Je l'avais rencontré une première fois, mais on n'était pas les potes qu'on est aujourd'hui. C'est notamment ce pop-up qui a fait ça. Ce pop-up de Strasbourg, où j'ai observé le Rob bosser pendant des heures, et puis que je l'ai tatoué, qu'il m'a tatoué, et que j'ai eu mes premiers clients, et que j'ai pris vraiment au sérieux, parce que j'étais avec Rob qui était professionnel et qui était sérieux. Là, j'ai commencé à prendre des premières sommes, entre guillemets, c'est-à-dire que je prenais plus 20 balles, c'était plutôt 50 ou 80 euros, quoi. Là, je commençais à me dire, ok, en fait, moi, ma vie, là, actuellement, je gagnais 2000 euros net.
Quand tu gagnes 2000 € net, tu as 20 jours de travail dans le mois. Donc, en fait, tu es à 100 € jour net. L'objectif, si tu veux pas te descendre dans ton échelle sociale, entre guillemets, quoi, si tu veux rester sur le même confort, il faut faire 100 € net par jour. Quand tu fais un tatouage à 80 balles, t'enlèves ce que tu déclares et tout, mais tu te dis bien qu'en 2 voire 3 tatous par jour, c'est faisable. Donc là, moi, j'ai commencé à programmer un truc qui est, ok, je monte mon entreprise, je fais ma formation hygiène salubrité, ça y est, je deviens sérieux, je me déclare, je vais toucher mes premiers billets, ça y est, je vais facturer, dès qu'on va me demander un tatou, je vais facturer maintenant. Et en fait, dans les mois qui ont suivi ce truc-là, moi, j'ai pris un local pour toujours être dans cet esprit de je fais ça professionnellement. J'ai pris un local Kuchat. J'avais un ancien collègue qui était dev, qui lançait une boîte à l'époque de graphisme / développement web, enfin un espèce de méga accompagnement sur internet marketing, et dans lequel il y avait d'autres amis et d'autres collègues. Voilà. Ça tournait autour des mêmes sphères de personnes qui étaient proches à moi, mais pas proches du tatou. Et donc j'ai monté mon premier local. Par le biais toujours avec cette entreprise, j'ai monté d'autres magasins, j'ai invité d'autres tatoueurs, donc que j'ai croisés à leur magasin en me faisant tatouer. C'est beaucoup en se faisant tatouer qu'on apprend aussi et qu'on rencontre du monde. Il y a ça aussi comme facteur qui est important. Vous connaissez pas de tatoueur, il s'agit peut-être pas que de frapper à la porte d'un tatoueur, mais d'aller se faire tatouer et puis peut-être de devenir pote selon le feeling. Moi, très rapidement avec cette entreprise, j'ai monté des pop-up, j'ai fait venir des tatoueurs de tous les sens, je suis devenu copain avec plein d'entre eux parce qu'en fait tu passes plein de bons moments avec eux dans le côté professionnel, puis quand la boutique se ferme dans le côté tout de suite personnel. Et puis une chose en emmenant une autre, après ce local-là, j'allais dans les salons de mes potes. Et puis il y a toujours eu ce facteur pop-up dont on parle toujours. Et puis il y a eu Guizy qui est venu là-dessus. Donc il y a eu l'équipage, donc il y a eu votre rencontre, il y a eu ma première venue en Belgique où je suis passé je faisais 1 ou 2 tatous par jour et j'avais l'impression d'être fatigué à j'en fais 8, j'en fais 10. Et en fait c'est ça la vie de tatoueur, c'est se casser le dos et les yeux. Et puis voilà, ça s'est professionnalisé comme ça. J'ai eu une grosse année, je dirais que c'est l'année 2019, juste avant Covid, où il y a eu cette prise de local, des gros pop-up, pour vous aussi. Il y a eu des gros trucs qui tournaient autour du tatou. J'allais souvent me faire tatouer. C'est une année où j'ai pris 20 tatous dans l'année, quoi. Je me suis fait tatouer 20 fois dans l'année, quoi, voire plus. Parce que je me souviens qu'au mois de décembre 2019, je me suis fait tatouer 5 fois en une semaine, tu vois. Donc voilà, et puis c'est des trades avec les tatoueurs. Il y a ça aussi que j'ai oublié de dire. Donc en fait, il y a un truc qui existe dans le monde du tatou qui consiste à, quand tu vas dans un salon en tant qu'invité ou que tu fais venir un tatoueur quelque part, la tradition veut qu'il ait un peu de temps pour te tatouer s'il y a affinité sur le style et tout. C'est pas du tout obligatoire, mais s'il y a un bon feeling dans le style et tout, souvent tu lui demanderas une pièce. Cette pièce, il te la fera pas payer en échange de tu lui en fais un, quoi. Et donc voilà, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, j'ai fait un trade avec un gars. Et du coup, tu vois, quand tu partages un tatou avec quelqu'un, tu as partagé tout de suite 3 heures, voire 4 heures avec lui à discuter. Donc il y a un feeling. Donc tout de suite, tu vas boire une bière avec lui après. L'alcool, c'est ça, on le connaît, c'est un lien social. Donc voilà, il y a aussi pas mal, vu que c'est un peu punk et rock à la base, le tatou, il y a un truc un peu social qui va avec dans le bar. Mais tu rencontres plein de tatoueurs comme ça. Et puis, plus tu connais de tatoueurs, plus tu es professionnel. En fait, tu le sais pas, mais c'est le cas, quoi. Et puis, voilà, moi, c'est devenu sérieux. C'est devenu sérieux vraiment en 2019. J'ai pris la chose très au sérieux. Mes tatous devenaient vraiment beaucoup plus clean que ce qu'ils n'étaient. J'ai changé de machine 1 ou 2 fois dans l'année pour essayer des choses. J'ai pris des conseils dans tous les sens. J'ai tatoué plein de gens. Et là, c'est devenu sérieux, quoi. Donc voilà, ça fait 3 ans, quoi. Mais à ce moment-là, t'as encore un taf. J'ai encore un taf, ouais. Et c'est quoi la transition, du coup, ouais. J'ai un taf avec du tatou à côté. Ouais. Je fais du tatou. En fait, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si ça s'était bien passé dans cette entreprise, je ne serais pas tatoueur à plein temps. Je me considérerais toujours comme tatoueur à côté de ce que je fais. Mais comme aujourd'hui, si je trimballe ma caméra, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie d'être juste tatoueur aussi. Tu vois, il y a ce truc où j'aime bien faire plusieurs choses en même temps. Il y a plein de choses qui me passionnent. Donc en fait, j'ai pas envie de tout assassiner sur un seul pari. Mais la transition, pour ma part, personnellement, elle s'est faite un peu différemment de tous les autres tatoueurs que je connais. C'est globalement que moi, il commençait à y avoir une espèce de mal-être dans mon entreprise. Ça allait de moins en moins avec mes collègues, avec ma hiérarchie. Et en fait, je pratiquais déjà le tatouage, je me versais déjà un revenu avec le tatouage. Je pouvais me passer de mon travail, mais je m'enlevais une passion, entre guillemets, un truc que j'avais vu naître, voilà. Donc en fait, juste il y a un moment, j'ai tout envoyé balader, j'ai dit fuck le monde, je vais m'inscrire chez Pôle emploi,
parce que c'est ce qu'il faut faire quand on n'a plus de travail. Et puis après, je vais monter une énième société parce qu'à chaque fois que j'ai changé de local, j'ai dû reconstruire une entreprise. Ça, c'est un peu particulier, c'est un peu chiant, on s'en fout. Mais... Donc, du coup, j'ai monté ma boîte. Et puis là, ça y est, je suis en plein temps, quoi. Donc en fait, il n'y a pas eu vraiment de transition parce qu'en fait, je pratiquais déjà vachement le tatou avant. Donc pour moi, ça n'a pas trop été chiant sur le côté financier. C'est souvent les gens dont ils ont peur quand ils se lancent là-dedans. Je sais pas combien j'ai gagné, donc ça se trouve, ça va être dur. C'est vrai de ouf. Maintenant, moi, je suis un peu le genre de gars aussi qui a jamais trop peur de se mettre en danger parce que c'est pas que j'ignore des peurs, mais c'est un discours que j'ai avec d'autres tatoueurs. On va reparler de ce Romain qui, lui, m'a toujours dit mais comment tu fais toute ta vie pour foncer tête baissée, genre... T'as postulé pour être responsable marketing, frère, t'as pas fait d'école de marketeur, quoi. Je suis en mode, ouais, mais je sais faire, tu vois. Ou au moins, je vais apprendre. Et pareil pour le tatou, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai pas trop peur. Je me dis, tu sais, même si mon entreprise, elle marche pas, en France, pour se retrouver à la rue, faut forcer, tu vois. Je veux dire, t'as le droit à plusieurs mois de loyer impayé, t'as le droit de pas payer EDF quelques mois aussi. Je veux dire, normalement, tu t'en sors, quoi. Il y a des aides de l'État dans tous les sens. Putain, bon, j'ai jamais bénéficié d'aucune aide, mais je m'en sors. Et non, et ça s'est fait comme ça, quoi. Genre, je me suis pas trop posé de questions parce que je m'en pose pas trop dans la vie de tous les jours et qu'en plus, là, le climat de mon entreprise, ça allait plus, quoi. Et puis, ça faisait quand même quelques mois que ça mûrissait en moi où je faisais de plus en plus de tatous, je prenais de plus en plus de vacances pour aller tatouer, je faisais de plus en plus de guests. Donc, le guest, c'est le fait de se faire inviter dans un salon de tatouage pour aller tatouer dans une autre ville avec d'autres copains. Et je m'étais dit, bon, là, en vrai, moi, je m'en sors déjà financièrement, je peux m'enlever ce travail-là, et puis ça va m'offrir du temps, et puis ce temps, je vais le mettre à contribution dans le tatouage, qui me ramène déjà, je vais juste en ramener plus, et voilà, quoi. Ouais, c'est juste, je veux dire, des choses qui sont mises devant ta route, et tu t'es dit, je pars du côté du tatouage parce que, genre, C'est ça. ce qui était devant toi, ça te correspondait plus, en fait. Ouais, à fond, et puis j'étais saoulé de mon travail, quoi, donc dans tous les cas, je voulais tirer un trait là-dessus. Et puis tu vois, c'est marrant parce que je pense qu'on en a parlé il y a plusieurs mois déjà et j'étais en mode ouais, je prends une pause sur la fringue là pendant quelques temps, ça m'a bien saoulé. Là, je suis un peu en manque. Genre, je vois des pièces qui sortent, je vois des projets qui émergent dans la fringue et je me dis, est-ce que j'enverrai pas un CV quand même, quoi. Mais en fait, le tatou me prend trop de temps, ça y est, c'est devenu le truc. Donc peut-être un jour, je ferai un truc à côté du tatou et puis le tatou, je le dégagerai, j'en sais rien, tu vois. Mais voilà, quoi. Transition naturelle en vrai. En fait, tu fonctionnes vraiment par passion, quoi. Genre, c'est... Par instinct et passion. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop me lever, tu vois. Je suis quelqu'un qui aime pas trop aller se coucher, mais je suis encore moins quelqu'un qui aime se lever, tu vois. Et si vraiment se lever, c'est faire un effort surhumain pour moi, alors que ça ne l'est pas pour la plupart des êtres humains, attention, hein, j'ai conscience que je suis une énorme merde humaine sur la flemme. T'inquiète, je suis pareil. Et j'en discutais il y a une semaine. Pour moi, c'est un problème. Ah ouais. Alors que normalement, non. Ouais, tu sais, moi. Dans la vraie vie, non. Tu sais, moi, Daron qui a pas ce problème-là, quoi. Tu sais, genre, lui, il dormait pas, quoi. Moi, si ça me casse les couilles de me lever, d'aller bosser, genre, j'arrête. J'arrête, genre, c'est bon. Et en fait, il y a. Tu sais, quand tu relativises, on n'est pas aux États-Unis, tu vois. Genre, demain, si je me pète la jambe, j'irai quand même à l'hôpital. Demain, si j'ai plus de thunes, j'irai le réclamer à un organisme. J'en sais rien, tu vois. Et puis, j'ai le confort quand même d'avoir des parents, d'avoir des potes. J'espère que je vais pas me retrouver SDF, tu vois. Bon, quant à ça, tu te dis, oh, vas-y, on peut baiser le monde, tu vois. Après, j'ai pas de gosse. J'imagine que quand t'as un gosse, tu vois, l'idée, elle est pas pareille. Donc, ce qui fait que j'ai encore cette adolescence en moi où je suis un peu ado, un peu adulte et où je me permets de sacrifier ce que je veux, tu vois. Ce sera peut-être pas pareil plus tard, quoi. Voilà. Mais à l'instinct et à l'amour, quand même. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est ce qu'on entend, nous c'est ce qu'on sait, et là c'est ce que tu racontes au final. C'est ce qui ressort de ce podcast au final, c'est vraiment c'est la passion qui passe avant tout, quoi. Genre, à fond. C'est l'instant, c'est là maintenant, qu'est-ce que je fais? Ouais, je fais ça. Complètement. Et puis, plus tu vieillis, plus tu as du recul sur comment tu es heureux. Tu vois, il y a ça aussi qui est hyper important. Les gens en parlent peu, tu vois, mais c'est hyper important de se sentir heureux, quoi. Épanoui et heureux. Et moi, il n'y a que depuis quelques mois, années, que je me sens heureux et épanoui. Et j'ai toujours fait en sorte de cultiver ce truc-là. Ouais, et je pense que c'est trop important. Primordial. C'est primordial, mais c'est trop oublié, gros. Et personne n'en parle. Personne n'en parle. Parce que c'est normal de trouver un job qui est le même job que ton voisin, que ton oncle et que ton cousin.
et que ça se trouve ce job il te plaît pas et que tu te sens pas épanoui et quoi, on te dit le tatouage c'est pas un métier, bah baise le monde, Ouais, c'est ça. tu vois. Mais Mais vraiment. je profite de cette parenthèse ouverte pour Ouais. poser la question. Mais toi, dans ta famille, genre, t'es le Ouais. seul à faire ça. Ouais. Est-ce que te considère pas un peu comme un extraterrestre en disant ouais, lui, il fait des dessins sur la peau Ouais, un peu, tu Ok. vois, un peu quand même. Pour tisser un rapide contexte, moi, je suis un fils d'immigré. Donc, mon père, il a un peu passé sa vie à travailler, tu vois, en le prenant très au sérieux. Avec en plus des valeurs un peu de l'Asie, tu vois, sans tirer sur le cliché, mais globalement avec normalement une réussite professionnelle un peu exigée. Bon, mélangée à la France, donc très diluée quand même, mais il y a quand même ce truc où parmi mes frères, il y en a qui ont fait des belles carrières, sans doute pour faire un peu plaisir au père, et puis en fait, ça leur convient. Mais... Et puis, bon, bah, j'ai aussi ce mélange français de la part de ma mère, où là, c'est plutôt une famille très traditionnelle et anti-tatou, et anti-rap, et anti tout ce que j'aime, quoi, tu vois. Donc déjà, j'ai toujours été le rebelle quelque part, voilà, parce que j'ai toujours voulu faire des trucs qui n'étaient pas dans leur volonté ou pas dans leur spectre, plus. Ouais, Tu vois, mes frères ils faisaient du foot parce que le père faisait du foot, j'étais le seul connard à faire de la boxe, quoi, tu vois, dans l'idée, quoi. Tu vois, voilà. Et par esprit rebelle Même ou- pas, juste parce que c'était ça qui me kiffait, tu Ouais, vois. ok. Et qu'à un moment, bah, je fais ce que je kiffe, quoi. Ouais, tu non, vois. mais bien sûr. Et en fait, moi, j'ai été vachement introverti jusqu'à mes genre 15 ans, tu vois, jusqu'à l'arrivée du collège, ou au lycée, pardon. Ou au lycée, bah, là, c'est un peu le moment où tu te retrouves avec toi-même et tu dois être toi-même, tu vois. Et tu te construis. Alors que moi, jusqu'au collège, j'étais totalement dans l'ombre de mes frères et de mon père et de ce qu'ils pensaient, de ce qui, tu vois, ils avaient leurs idées, j'avais les mêmes, tu vois. Et au lycée, tout a changé, quoi. Mais pour revenir au tatou, bah, ma famille du côté français elle comprend pas trop mes choix, tu vois. Mais ils voient que ça va, donc c'est cool, tu vois. Et mon père, tu vois, qui est le lien de parenté le plus proche que j'ai avec mes frères, bon, lui, quand je lui ai dit que je venais tatoueur et que j'arrêtais mon travail, il a pas trop compris, tu vois. Il a pas pété un câble parce que ouais, j'ai 30 ans et je suis 2 fois plus gros que lui, donc il va plus péter un câble comme quand j'avais 14 ans. Mais il a tout de suite, moi, il a eu cette réflexion de bah ouais, tatoueur, c'est pas un métier, tu vois. Mais comme à l'époque où, quand j'étais passionné à 21, non, à 22 ans de streaming, je voulais devenir streamer. Et à chaque fois, je sors juste la bonne phrase au bon moment. Je sais pas si c'est mon aspect commercial qui dit ça, mais quand il disait ouais, streamer, c'est pas un métier, je lui disais bah, il me dit pourquoi il y a des gens qui te regardent jouer aux jeux vidéo? Je lui dis bah, toi, tu regardes des gens jouer au foot. Bon, point barre. et toc. Et un jour, mon père il me dit bah, tatoueur, c'est pas un métier. Je lui dis bah, pourtant, t'as un tatouage. Il me dit bah, ouais. Je dis bah, tu l'as payé combien ton tatouage? Il me dit genre, bah, je sais pas, 100 balles, tu vois. Je dis ok, le mec il a mis combien de temps? Bah, une demi-heure. Je dis ouais, donc le gars il est payé 200 € de l'heure. Ça, c'est pas un métier. Ok, vas-y, mon fils, tu vois. Ah, les mathématiques aussi, tu vois. Et voilà qu'en fait, c'est avec mon père, c'est cette relation qu'on a où il faut lui prouver aussi, tu vois. Et tant mieux parce que moi, ça me forge un caractère aussi. Mais il y a ce besoin de prouver les choses. Et moi, il y a quand j'ai fait des gros retours de gros guests où je me ramenais avec une quicheta, tu vois, faut dire ce qui est. Tu te ramènes avec une bonne quicheta. Bon, tu montes ça au daron, tu vois. Il dit ah ouais, t'as été travailler en Belgique là? 3 jours. Ah ouais, t'as ramené mon salaire en 3 jours, bâtard, tu vois. Il fait ok, ouais, voilà. Et il comprend, tu vois. Je te pose cette question-là parce que peut-être qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent là et qui Bien se sûr. disent, oui, moi j'aimerais me lancer dans le tatou, mais j'ai peur un peu du regard de la famille, etc. Ouais, à fond. Tu vois, genre, c'est pour ça que je voulais poser cette question. Ouais, faut s'écouter, hein. C'est des choix qui sont un peu différents. Mais en vrai de vrai, moi, les choses, elles ont vachement changé avec mon père. Là, tu vois, je les tire au max vers le négatif pour qu'il y a eu ce chapitre-là. Mais aujourd'hui, on est totalement sur un autre chapitre. Il a compris mon activité. Quand je lui ai dit que je revenais dans ma région d'origine, qui est la Normandie et donc Caen, quand je lui ai dit je vais ouvrir un commerce à Caen, tu vois, il l'a plus vu comme bah, son fils, il va ouvrir un magasin, tu vois. Et là, ça devient sérieux, tu vois. C'est plus du tout, il tatoue dans un truc obscur à Angers, on sait pas ce qu'il fait de sa vie, tu vois. Là, c'est ok, il est près de moi. En plus, il va ouvrir un magasin à côté de chez moi. Donc, en fait, ça va devenir tout de suite un acteur. Ouais, c'est un C'est un commerçant de sa ville, qui est une grande ville, qui est la grande ville de chez nous. Donc, tu vois, tout de suite, il a vrillé, il a un peu switché sur le truc. Le tatou, c'est sérieux. Et je pense qu'en vrai, pour tous les gens qui veulent démarrer dans le tatou et qui ont une famille qui est un peu dans ce truc-là, un peu où ils comprennent pas, bon, bah, c'est forcément à nous de les éduquer et à leur faire comprendre que c'est pas un truc de punk en Harley Davidson, forcément, tu vois. Et que bon, bah, si des gens veulent des dessins sur la peau et que tu peux les faire et que c'est tes dessins et que c'est cool et que tout le monde y prend plaisir et que toi tu t'en tires un salaire et que t'es heureux,
Bon, bah, normalement, les darons, s'ils sont pas full relou parce qu'ils voulaient que tu sois avocat, bon, ça va, tu vois. Mais pour faire un parallèle, j'ai annoncé à mes grands-parents notre premier sold out. Ouais. J'ai pas annoncé qu'on avait créé une marque. Genre, Ok. Je leur ai dit, ouais, on a créé une marque. Ouais. Et là, tout est vendu. Et j'ai dit, on a créé une marque et tout, on a mis autant d'oseille. Ils m'ont dit, t'es un malade. Ouais. J'ai dit, on a tout vendu, on a autant d'oseille. Ils m'ont dit, let's go. Ouais, c'est ça. C'est avec les gens qui sont un peu pas le moins ouvert, je sais pas comment le définir, mais j'ai pas envie d'être méchant du tout. Mais voilà, avec les gens qui sont pas sensibles à ce côté-là, à ce truc-là. Les gens tout simplement qui comprennent moins. En fait, Ouais, qui comprennent moins certaines choses, tu vois. Ils en comprennent mieux d'autres, on s'en fout. Hein, mais voilà, c'est à nous de les éduquer. Et puis s'il faut leur prouver par le fait que bah, ça fait du chiffre d'affaires, bah, on leur prouve par le chiffre d'affaires. Si juste on leur prouve par notre bonheur, bah, tu te ramènes content à la maison. Et voilà, tu vois, c'est comme ça, quoi. Ouais. Je vais rebondir sur un truc. Tu parlais des 200 € de l'heure. Ouais. Le tatou. Ouais. Il y a cette partie où tu as une aiguille dans ta main et tu l'as fait pénétrer dans la peau de quelqu'un et à la fin il y a un dessin. Jusqu'à 120 fois par seconde, on peut le dire. Ouais. C'est super et c'est ce que les gens voient et c'est ce qu'ils pensent payer peut-être, les gens moins éduqués, moins ouverts à ce truc-là, quoi. Ils se disent, bon, ok, putain, l'enculé, il m'a fait payer 80 balles, ça lui a pris 20 minutes. Au final, toi, quand tu fais un tatou, la partie que tu passes à tatouer, c'est relativement minime, en fait, parce que quand tu regardes, tu as une idée un peu... je te demande pas un truc précis, en pourcentage, en temps, ce que tu veux, mais tu as une idée de ce que ça représente un tatouage en termes d'investissement pour toi en temps ou tu sais comment je sais pas comment tu veux le décomposer. Comment je gère ça, mais est-ce que tu pourrais décomposer pour les gens un petit peu c'est quoi le process et pourquoi tu payes plus cher que 10 € de l'heure Bah, globalement, dans le tatou, la première chose à prendre en compte, c'est le coût fixe de ce que va te coûter un tatouage. Alors au début, quand c'est pas ton métier ou que tu te lances, bah, tu comptes pas tes heures. Donc ça, on va le mettre après, dans le deuxième chapitre. Mais le premier truc que tu prends en compte, c'est le coût de matériel pur et dur. Donc ta machine et donc son amortissement. Voilà, de comment tu vas l'amortir ce coût-là, parce qu'une machine, ça démarre, une machine sérieuse, c'est important. Ça démarre entre 300 et 500 €, et une machine un peu haut de gamme, ça tourne entre 1000 et 2000, voilà, pour être large. Rares sont celles à 2000, mais à 1500, 1005, c'est pas déconnant non plus, tu vois, dans le milieu. Tout de suite, quand tu dis, ah oui, 1002-1005 l'outil, c'est un peu cher. Surtout qu'il t'en faut 3 ou 4 des outils, donc ça monte vite. Mais c'est pareil quand t'es monteur et que tu veux un Mac, tu vois ce que je veux dire. Bon, c'est une grosse somme, elle fait toujours peur, mais il faut prendre en compte dans l'amortissement. Donc voilà, t'as les aiguilles, l'encre, la machine, la vaseline, tout ce que tu veux, tes gants, le coût de fixe. Je vais te donner un ordre d'idée. Je dirais qu'un coût fixe, ça se situe, pour moi en tout cas, parce que je suis transparent là-dessus, ça se situe entre 15 et 20 €, tu vois, le truc. Maintenant, il y a le prix du marché, qui est hyper important à prendre en compte, donc les prix que pratiquent les autres commerçants. Et en fait, il y a un truc qui est un peu bresson dans le tatou, parce que c'est une culture underground qui n'est pas trop régie par la loi, tu vois, comme on l'a expliqué avec la formation, machin et tout, il n'y a pas grand-chose pour être tatoueur. Bon. Il y a un truc un peu tacite qui s'appelle le prix sortie d'aiguille, donc qui est le tarif de base pour sortir du matériel, préparer un poste et tatouer quelqu'un. Ça s'appelle le prix sortie d'aiguille qu'on facture en TTC à un client. Et selon les villes, selon les quartiers, et selon les gens, ils se fixent. Donc par exemple, je vais te dire une connerie, mais je prends des exemples. À Montpellier, peut-être, il va être à 60 €. Et puis à Nantes, il va être à 80 €. Tu vois. Et puis à Paris, il va être à 110. Bon, ça c'est le prix que tout le monde doit respecter, tu vois, parce que si tu ne respectes pas ce prix, tu casses le marché. Et en fait, il y a des gens qui ne pourront plus vivre de ce business. Tu vois ce que je veux dire ? Globalement, c'est ce qui devrait se faire dans tous les autres milieux. Hein. Mais juste vu que là, à l'époque, c'était géré par des gens qui te tuaient ou qui te pétaient la gueule, bah ça a toujours été respecté. Aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent et qui cassent le marché. Mais souvent, ils ne durent pas longtemps. Tu vois, parce qu'il y a aussi une notion prix égale quali. Tu vois. Et c'est bien parce que c'est vachement lucide sur le tatou. Très rapidement, les tatoueurs qui sont un peu indépendants comme moi et qui ne sont pas en street shop à faire du walk-in,
Hop, beaucoup de termes d'un seul coup. Street shop, c'est les magasins qui font du tout venant en pignon sur rue. Et du walk-in, c'est justement ces gens qui rentrent en tout venant avec des projets divers et variés et qui ne sont pas spécialisés dans un style. Voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde. Donc, pour en revenir au prix sortie d'aiguille, il y a quand même, voilà, ce truc de aujourd'hui, si tu veux de la quali, tu sais qu'il faut sortir un billet. Et si tu viens juste pour un prix, moi ça me concerne pas, ça concerne plutôt les magasins vraiment qui se bataillent là-dessus. Bon. Donc ensuite, tu prends en compte tes heures de travail. Ça va comporter le temps que tu passes sur tes réseaux, le temps que tu passes sur tes dessins, le temps que tu passes à répondre à ton client et le temps de tatouage. Tu prends aussi en compte ton expérience qui va faire que tu dessines plus vite, tu réponds plus vite à tes réseaux et tu tatoues plus vite. Ta réputation et la qualité de ton travail. Donc je dis pas que parce que quelqu'un est hyper réputé, il faut qu'il surfacture, mais il faut pas s'étonner que quelqu'un qui soit beaucoup demandé soit un peu plus cher. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Offre, demande, toujours ce truc-là. Et puis bon, bah c'est pas juste pour se mettre bien qu'on fait des tatous chers, tu vois, parce que il y a des tatoueurs qui vivent avec un SMIC et puis il y a des tatoueurs qui vivent avec le salaire du président de la République x2, tu vois. Donc il y a de tout. L'important, c'est juste de se dire que tu t'y retrouves. Donc globalement, normalement, il y a aussi cette échelle de les gens qui surfacturent sont un peu mal vus et les gens qui sous-facturent sont mal vus. Fais ton bis dans ton coin, mais fais pas trop le mariole à soit piquer les clients de tout le monde parce que t'es pas cher et on sait pas comment tu vis et comment tu déclares. Il y a ça aussi, tu vois, quand tu déclares, il y a tout ça. Globalement, moi, c'est simple. En ce qui me concerne, moi, pour vous donner un ordre d'idée, juste moi, j'en suis à 5 ans de tatou, mais vraiment 3 ans de très sérieux. Je commence vraiment à skiller sur mes trucs à moi. Voilà, je me sens à l'aise, je fais des beaux résultats, les cicatrisations sont belles et tout, je suis content de moi. Ça ne va faire que s'améliorer avec le temps, bien sûr. Mais moi, par exemple, mon prix de sortie d'aiguille, il est à 120 € pour un truc qui parfois dure 2 minutes. J'ai notamment un concept dans le tatou qui consiste à tatouer un titre de chanson avec un peu à ma façon, à ma touche, et surtout avec ma typographie que j'ai inventée. Et en fait, le truc, c'est que le concept, c'est que le tatou dure le temps de la chanson. Donc quand t'as payé 120 balles pour un truc qui dure 3 minutes, c'est vrai que ça peut faire drôle. Mais souvent, les clients sont contents que ça dure que 3 minutes de souffrance, quoi. Tu vois. Et dans l'idée, donc moi, je suis à 120 €. Si tu fais des calculs, 120 €, t'enlèves 30% qui vont à l'État. T'enlèves 30% qui vont à l'endroit où je tatoue. Vu qu'en ce moment, j'ai pas de salon de tatouage à moi, je ne suis qu'en guest. Donc voilà, t'as déjà enlevé 60% de 120 €. Et t'enlèves le matériel, quoi. Donc qui sont pas les mêmes coûts parce que je suis en guest, donc certains matériels sont pas à moi. Mais il y a toujours la machine, les aiguilles et l'encre qui sont à moi. Bon, bah au final, tu te rends compte que je gagne pas non plus 120 € dans ma poche par 3 minutes, quoi. Tu vois. Et puis qu'en fait, pour faire 3 minutes de tattoo, bah, y a eu un peu de dessin avant, il y a eu un peu de recherche, et puis c'est des années à trouver ce que je veux faire et comme concept et comme truc. Et puis bah, après, il y a toute la préparation de poste, la sérialisation, l'accueil du client, machin, qui prend en fait vite 1 heure. Donc en fait, moi là, je suis à 120 € brut de l'heure, mais auquel t'enlèves 60%, et encore, je suis pas en net parce qu'après, il y a les impôts derrière, machin, et il y a quelques charges que j'ai oubliées. Donc voilà, globalement, un tatoueur, ça peut très bien gagner, parce que je connais des mecs qui en 35 minutes prennent 350 €. C'est ce que j'ai sur le bras, tu vois. Et moi, j'y retrouve pas de problème. Puis je connais des mecs aussi qui font le même taf pour 120 balles, quoi. Tu vois. Mais quand tu dis sortie d'aiguille, plus le matériel, etc., ouais. genre la sortie d'aiguille, genre ça comporte aussi le dessin. Par exemple, si le dessin est un peu plus compliqué, etc., qui va prendre un peu plus de temps, est-ce que le prix va forcément augmenter ? Ouais, alors le prix de sortie d'aiguille, normalement, c'est vraiment le tatou le plus simple que tu imagines et donc le moins cher que tu imagines. Ça, c'est le prix sortie d'aiguille. Et puis après, bah, t'ajustes. Moi, par exemple, quand je dis 120 €, c'est mon prix sortie d'aiguille. C'est pour une typo qui prend 3 minutes. Mais ce 120 € là, il va jusqu'à 40 minutes de tatou sur un flash la plupart du temps. Maintenant, ce qu'il fait augmenter, c'est sa taille. Si vraiment tu le vends très grand et que ça va me prendre plus de temps et que c'est un autre travail. C'est aussi l'emplacement sur le corps. Ok, il y a des zones qui sont archi reloues à travailler, où nous, on se fait du mal et c'est très compliqué d'avoir un rendu joli. Donc, il faut être très minutieux, c'est plus long, c'est tout ça. C'est un autre truc, je pense notamment à des endroits hyper chiants, tu vois, qui ne sont pas plats, donc le cou, le bide, le cul, tu vois, tous ces endroits-là, c'est des endroits chiants à tatouer. Souvent, ils sont un peu plus chers. Mais moi, par exemple, une typo à 120 balles, bon, bah, si tu la fais sur un endroit chiant, elle bascule à 150, quoi. Parce que ça y est, on n'est plus dans les 3 minutes, là. On est dans la demi-heure. Mais voilà. Ça marche. Et tu parlais
de ta notoriété, etc. Oui, il y a De ça à tes- prendre en les compte réseaux, dans les prix, etc. bien sûr. Ouais. Est-ce que, enfin, toi, comment tu communiques, comment tu te fais connaître sur les réseaux, etc. Genre, c'est quoi que tu utilises en gros pour te faire connaître? Bah, moi, j'utilise principalement Instagram. En tout cas, c'est là-dessus que j'ai démarré. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais un compte personnel qui était déjà un peu en place, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais 1000 abonnés, quoi. Tu vois, ça tournait autour de 1000-1200 abonnés. Ce qui est déjà bien, tu vois, pour un compte perso. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout 1200 abonnés, donc pour communiquer, c'est vachement difficile quand tu débutes et que tu as 20 abonnés, frère. Mais moi, je suis parti d'un compte perso où j'avais 1200 et en fait, j'ai annoncé que j'ouvrais un compte tatou. Donc très rapidement, déjà, ça a vite monté à 200-300, quoi, tu vois. J'ai pas converti tout le monde, mais voilà, j'ai eu une base du coup avec un compte à 200-300 où je proposais mes dessins et ils étaient claqués du cul à l'époque, tard l'époque, et je mettais des tatous et tout. Qu'aujourd'hui, je suis en mode, mais non, pourquoi t'as mis ça sur internet? Mais c'est encore autre chose. Et en fait, je me servais principalement d'Instagram. C'est un peu là où se retrouvent tous les tatoueurs aussi. Hein. C'est Instagram, c'est le meilleur réseau tatoueur, quoi. Tatoueur tatoué, quoi. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Maintenant, il commençait à y avoir de plus en plus TikTok. Donc, je fais un peu de contenu TikTok, mais moi, j'ai vachement du mal avec le format TikTok. C'est un outil que je maîtrise mal. Mais comme je maîtrisais mal Instagram, alors j'espère que je vais master TikTok un jour. Et moi, la cible TikTok, elle me correspond un peu moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux aller pécho des jeunes de 18 ans, 19 ans, c'est TikTok plus que Insta. Par chance, il y a encore beaucoup Instagram. Donc, on verra avec l'avenir. Et puis, pour finir, bah, moi, il y a le canal YouTube, qui est un canal qui m'a toujours passionné. En fait, avant même de tatouer, je faisais des vidéos sur Internet. Donc, quand j'ai professionnalisé le tatou, je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'en faire des vidéos. Au début, avec des concepts débiles. Et puis après, avec les questions qu'on me posait, ça me faisait des thèmes. Bon, là, ça fait plusieurs mois que la chaîne est à l'arrêt, mais il y a plein de vidéos en production qui vont arriver, tu vois. Et YouTube, c'est fou, quoi. Genre, le nombre de personnes que je tatoue qui regardent mes vidéos, frère, c'est indécent, genre. Et c'est marrant parce que quand j'ai lancé YouTube, je m'étais toujours dit, ouais, mais si une vue, ça peut être plus tard, enfin, même 1000 vues plus tard, ça peut être un client, en fait, je tatouerai que mes abonnés et ce sera trop bien, tu vois. Mais à une époque, déjà, je vendais des vêtements qu'à des abonnés, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais déjà ce rapport-là, quoi. Et en vrai, si les gens ils te suivent, tu les passionnes et eux ils sont passionnés, toi t'es passionné et tout, mais gros, mais c'est le bonus. Et si une vidéo ça se transforme en un client, mais c'est trop bien, tu vois. Et aujourd'hui, je dis pas que ça devient mon canal où j'ai le plus de clients, mais ça le deviendra plus ça grandira et plus qu'Instagram, je pense. Ouais. Du coup, en fait, tu prends un peu YouTube comme un canal de communication Ouais. et genre Instagram plus comme une vitrine, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, moi, c'est ce que je fais. Et TikTok, c'est marrant, plus un truc un peu personnel comme était Instagram il y a 5-10 ans pour moi avant. Tu vois, je mets des trucs beaucoup plus. Bah, il n'y a pas grand chose, tu vois, mais c'est des trucs. Je me filme en facecam dans mon hôtel, tu vois. Chose que je ne ferai jamais sur mon Instagram. Dans ma tête, je me dis, mais Instagram, jamais je peux poster ça, quoi. Enfin, là, je le poste. En story, je peux le faire, mais en post, non, tu vois. Et sur YouTube, c'est pas mon canal de diffusion en mode venez pas vous faire tatouer et tout machin. Mais en fait, ça le crée, quoi. Ça le crée parce que tu vois du tatou pur et dur. Sur Instagram, tu vois rarement des sessions de tatou. Sur YouTube plus. Et en fait, bah, moi, mine de rien, avec ce YouTube-là, j'ai un peu ouvert une porte à plein de gens qui démarraient le tatou et qui sont curieux. Donc, qui tapent tatouage ou machine tatouage sur YouTube et ils me retrouvent assez facilement. Donc, en fait, ils sont très vite intéressés par l'idée de se faire tatouer, quoi. Ok. Mais ouais, je sais pas, moi je vois aussi un truc de. Pour le peu qu'il y a quelqu'un qui a envie de se faire tatouer par toi, parce que c'est ce qu'on disait au début, il faut savoir choisir un tatoueur. Ouais. Et choisir un tatoueur, ça veut dire pas forcément celui qui est près de chez toi, mais plutôt celui qui te fait C'est kiffer, ça. t'aimes bien la personne, t'aimes bien le style et tout ça. Bah, le gars, il te follow sur Insta ou quoi, il voit ton taf, il sait que ça lui plaît et tout. Et puis derrière, il sait qu'il y a un YouTube parce que pour le peu qu'il y a une story, qu'il y a une vidéo ou quoi, bah lui, ça lui permet d'aller voir ton taf, comment tu bosses et tout. Et ça lui permet de L'attitude. c'est ça, de se conforter dans sa décision et tout. Donc ça m'étonne pas tant que ça quand tu me dis que tu as beaucoup d'abonnés, tu vois. C'est peut-être pas forcément des gars qui sont tombés sur une vidéo YouTube et où tu sais, YouTube est le canal d'acquisition. Mais même si tu l'as eu par n'importe quel autre moyen et qu'il est tombé sur ton YouTube à un moment, bah, ça peut conforter, tu vois. Je pense que c'est grave bien à ce niveau-là de pouvoir mieux connaître la personne et tout, parce que c'est intimiste un tatou en vrai. Tu vois. Et puis c'est un petit écosystème en fait de communication. Tu vois, on s'en rend pas bien compte.
quand on n'y réfléchit pas à 100%, mais moi j'ai toujours réfléchi à la communication à fond, tu vois, et en fait YouTube, Instagram, ça se complète, tous les youtubeurs ont un Instagram, et en fait peu de tatoueurs sont youtubeurs, tu vois, donc je me suis dit qu'il y avait ça à jouer aussi. Il y en a quelques-uns qui ont essayé, tu vois, il y en a quelques-uns qui essayent. Moi, au moment où j'ai démarré, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait peut-être 2 ou 3. Et j'avais eu l'idée grave avant, mais je me sentais pas légitime non plus à montrer mon travail, donc c'est encore autre chose. Donc il y a toute cette partie-là. Et puis après, il y a le monde du tatouage. Tu vois, ça c'est le vrai monde. C'est le monde que moi j'ai appris à connaître que là, il y a 1 an, quoi. Quand j'ai quitté mon emploi, quoi. Parce que au début, je me confortais, j'étais derrière mes réseaux, derrière mes vidéos, j'étais dans mon local et je faisais mes trucs dans mon coin. Et puis quand j'ai quitté Angers, je me suis retrouvé à Caen. Et là, je me suis retrouvé à me dire, bon, bah, je dois que guester. Donc c'est ça le tatou, en fait. Là, j'ai plus de salon de tatouage, j'ai plus de thunes pour faire un salon de tatouage. J'ai tout mis dans un déménagement. Comment je fais ? Et ben en fait, tu fais du guest. Et quand tu guestes, il y a trop de trucs à prendre en compte. En fait, tu bénéficies de la communication d'un salon de tatouage, des tatoueurs qui l'ont fondé, souvent. Et puis, tu as une espèce de validation, tu vois, que tu acquiers. Donc, au début, tu fais des petits salons, et puis après des gros salons. Et moi, aujourd'hui, il y a des salons, genre, si tu m'avais dit il y a 3 ans que j'allais tatouer chez Bruno, frère, mais genre, j'y aurais jamais cru, tu vois. Et je suis toujours un peu dégoûté parce que je salue mes Montpelliérains quand je suis passé chez Bruno pour tatouer les Montpelliérains. Parce que voilà, vu que je fais que du guest, je fais beaucoup de villes en France. Bah, j'ai pas montré le meilleur de moi-même, quoi. J'ai pas fait beaucoup de flash à moi. J'ai fait de la commande sur laquelle je me suis un peu balancé. Et franchement, j'ai pas montré le meilleur de moi-même, tu vois. Mais il y a ce truc-là aussi en moi, tu vois. Bon, c'est une parenthèse. Mais globalement, tu fais du guest aussi dans le monde du tatou. Et tu tatoues des tatoueurs, et des tatoueurs te tatouent. Donc il y a une sorte de validation qui, quand c'est tes potes, t'en tiens même pas rigueur, tu vois. Je veux dire, ils te valident même si t'es nul, tu vois. Mais quand tu fais ça avec des gens que tu connais pas, dans des gros salons et tout, c'est plus la même blague, tu vois. Et là, tu sens que tu passes des steps petit à petit, quoi. Donc c'est cool, parce que tu passes de tatoueur, de je tatoue des gens, je les connais pas, c'est cool et tout, ah tiens, je tatoue des gens qui connaissent le tatou et qui commencent à me connaître dans le tatou. C'est encore autre chose, c'est un monde dans un monde. C'est une validation dans l'écosystème. Ouais, dans l'écosystème du truc. Alors je dis pas du tout que je suis le tonton du bled du truc, hein, pas du tout. Mais je commence à faire mes petites armes dans le truc et c'est cool, quoi. Mais du coup, je vais rebondir là-dessus. Comment les gens viennent vers toi pour te demander en guest? C'est toi qui vas? C'est eux qui viennent vers toi? Comment ça se passe? Il y a plusieurs choses. Moi, il m'est arrivé 3 cas de figure, globalement. Il y a 4 en tout, mais on va dire qu'il y en a 2. Voilà. Le premier, c'est que tu te fais inviter par un tel ou un tel ou un tel. Le deuxième, c'est que tu demandes si tu peux venir, gentiment, à la soirée. Allez, coucou, je viens avec mes bouteilles et puis on fait la fête ensemble. Soit ils valident ton travail, soit ils valident pas ton travail, soit ils valident pas ton travail mais ils veulent l'oseille, donc ils te font venir. Tu vois, il y a tout cas de figure. Ensuite, il y a le côté, c'est des copains, donc je vais chez des copains en fait. Et moi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tout le long de ma route du tatou, je me suis fait plein de copains. Et puis, il y a des copains qui ont des salons de tatouage ou qui travaillent dans des salons de tatouage et ils sont chauds de m'accueillir. Et puis, il y a le dernier cas de figure qui est un peu celui que j'ai perdu. Attends. J'ai dit quoi? Tu te fais inviter, tu demandes à te faire inviter, c'est des copains. Ouais. Et enfin, tu as l'événementiel. Ouais. Voilà. Le côté, parce que dans le tatou, il y a beaucoup d'événements. On pense souvent aux conventions de tatou, mais qui y a encore un monde dans le monde du tatou. La convention, moi, j'en ai jamais fait. Je voulais faire celle de Mons, en Belgique, qui est votre ville. Et bon, j'étais sur la liste d'attente, frérot, parce que c'était déjà complet quand je me suis inscrit, mais c'est pas grave. Et t'as les conventions, mais t'as plein d'autres événements un peu artistiques, un peu underground. Il suffit d'aller à Nantes et tu verras que tous les mois, il y a un événement où il y a des tatoueurs, quoi. Bon, à Caen, c'est moins le cas, mais je vais le créer. Et voilà, il y a tout ça, quoi. Donc, à les guests, il y a plein de façons d'y arriver. La façon la plus cool, en vrai, pour démarrer, c'est un peu d'aller dans un salon avec des gens avec qui tu te sens à l'aise. Franchement, moi, j'ai eu des expériences... les gens qui regardent vont peut-être regarder ça, donc c'est pas du tout des mauvais moments, hein, mais des moments où t'es un peu moins à l'aise et où c'est un peu moins fun de tatouer, c'est pas les mêmes objets, c'est pas le même feeling.
Donc au début, essayez vraiment d'aller dans des salons où il y a au moins un pote à vous. Il existe aussi la solution d'aller à 2 tatoueurs. Mais là c'est plus les mêmes embûches. Mais ouais. Du coup, c'est vraiment, c'est vraiment aller au culot un peu. Genre dans le sens, tu vas voir, tu vas à des soirées, tu discutes avec quelqu'un et après il te dit tu fais quoi, je fais ça, ça a l'air sympa, tu seras chaud de te venir. C'est vraiment basé là-dessus, quoi. Ouais, complètement. Il y a vraiment un côté culot. Moi, quand j'ai envoyé un mail, un message pour aller tatouer, je sais pas, je vais encore citer Montpellier, quoi. Genre quand j'ai juste posté une story en mode est-ce qu'il y a des Montpelliérains qui veulent des tatous, bam bam, j'ai eu quelques demandes. J'ai renvoyé une story en mode est-ce qu'il y a des Montpelliérains, est-ce que vous connaissez des salons de tatouage auxquels j'irai toquer à la porte. Et genre il y a un des gars qui me follow, quoi, qui a commencé le tatou avec mes vidéos, tu vois, qui s'appelle Guizé. Yo Zegui, Antoine, je te check. Et en gros, ce gars-là, il me dit viens chez moi, quoi. Je vais voir dans sa bio, wesh. En fait, c'était l'apprenti de Moderne Électrique à Montpellier qui est qui est tenu par le taulier du tatou, frère. J'étais en mode what the fuck, quoi. Donc en fait, le mec, il était juste cool et puis il était ouvert aux guests, tu vois. Après, il n'hésite pas à dire non à certains guests non plus, tu vois. Mais moi, il a dit oui et vas-y, let's go, tu vois. Ça a balancé comme ça. C'est du culot, tu vois, c'est du culot. Et j'en menais pas large les 2 premières heures. Puis après, dès qu'il y a eu un bon feeling, je faisais le Lucas habituel qui fait des vannes et qui est souriant et tout va bien, tu vois. Et puis je me suis retrouvé dans l'atelier de Bruno à regarder comment il fabriquait ses machines. Et puis, pour un passionné de machines comme moi, c'était ouf. Il y a des shops comme Bruxelles, là, j'y suis allé au culot, tu vois. J'ai envoyé un DM, j'ai fait les gars, je connais le concept du Love Store à Paris. J'ai dit, vas-y, vous ouvrez un truc à Bruxelles. Moi, j'ai de la clientèle en Belgique. J'adore la Belgique, frère. J'ai un sacré attrait avec la Belgique. J'y vais 8 fois par an. Donc, est-ce que je peux venir à Bruxelles ? Ils m'ont fait, ouais, quand on sera ouvert, il n'y a pas de souci, tu viens, trop bien. Puis des fois, j'ai envoyé des mails, à Rennes, là, récemment. Et les gars, est-ce que je peux venir ? Non. Non, sans toi. Non. Tu sais, ils te disent pas pourquoi, juste, non, pas toi, quoi. Ok. Puis bon, t'en prends un coup dans ton ego, mais c'est comme ça, tu vois, c'est le culot, faut tenter. Faut pas avoir peur de se prendre des râteaux non plus de temps en temps, quoi. Ouais, il y en a certains qui blessent, tu vois, parce qu'il y a des salons que moi j'ai trop en estime, tu vois. Parce que j'ai ce truc-là dans le tatou où j'en parlais avec un pote à moi, Zulu, qui est tatoueur aussi, enfin Zulu, Raph, shout out à toi si t'écoutes ça. Il est fameux, il est à fond sur les podcasts et tout. Peut-être il écoutera, mais il était à bloc. Et tu sais, il a ce truc, lui, de la reconnaissance de ses pairs, tu vois. C'est-à-dire que, et pareil pour Brinks, hop, shout out. C'est ma petite bande de potes et il y en a certains qui ont des traits de caractère qui vont vachement bien ensemble. Ça, c'est le cas. La reconnaissance que tu as auprès de tes pairs, et eux, tu sais, ils l'ont un peu à l'extrême. Et moi, plus ça va, plus il y a un peu ça aussi en moi. Alors qu'au début, quand j'ai commencé dans le tatou, j'étais en mode, bas les couilles des autres, je m'en fous des anciens, je m'en fous. Je les respecte, ils sont là, mais ils me parlent pas, je les calcule pas, on s'en fout, je fais mon truc. Puis en fait, plus j'avance, plus ça change. Enfin voilà, quoi, c'est perso, mais... Mais tu veux dire quoi par là ? Dans le sens où, genre, t'oses pas les aborder parce que justement, tu les portes en estime ? Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Tu commences à avoir un truc en mode, tu les portes vachement en estime, tu cherches à avoir leur reconnaissance, alors tu dis, est-ce que je peux venir chez vous ? Et tu sais, il y a des salons, ils sont mythiques dans le monde du tatou, il y a des salons qui sont mythiques. Je vais t'en citer un là au hasard, par exemple, Sang Bleu. Ça parle pas aux gens qui connaissent pas le tatou. Pour ceux qui connaissent le tatou, ça a été fondé par un maître du tatou, il a révolutionné un truc, et puis aujourd'hui, pour aller y guester, il faut être dans l'élite du tatou, tu vois, entre guillemets, quoi. Faut être vraiment très, 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 très fort. Moi, je postulerai jamais là-bas, frère. Là, je me prends une bâche, frère, mais monumentale, quoi. Ouais, après, t'es au début du truc. Ouais, bien sûr. Et si un jour je finis par y aller, mais je dirais, frère, ça, c'est validé, tu vois. Dans mais 10 tu vois, piges, il y aura plus de raison de pas postuler, tu vois. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec le rap, c'est comme il y a des studios emblématiques dans lesquels tu peux enregistrer ta musique. Et tant que t'as pas atteint un level, t'oseras pas aller frapper à la porte de est-ce que je peux venir, frérot, avec le bon ingé son que vous avez, quoi. Tu vois, tu prendras une grosse bâche de non, ici c'est Jean-Jacques Goldman, frérot, calme-toi. C'est ça, et pour des raisons évidentes, de toute façon, t'as pas le niveau. Ouais, c'est ça. Il y a des gens plus forts qui occupent les cabines. Ouais, c'est ça. Donc, clairement. Fais tes trucs. Grossis. Ouais, c'est ça, apprends. Ouais. Et reviens. Ouais, c'est ça. C'est ça, la plupart sont pas méchants. Hein. Ah ouais, non, bien sûr. La plupart des gens sont pas méchants. Mais la plupart des gens sont pas méchants. Genre, les gens, au-delà du monde du tatou et tout, bien sûr. C'est un truc qu'il faut capter aussi. Il y a des méchants. Il y a des méchants, mais
la plupart des gens, c'est des gens. Grave. Donc il faut pas non plus trop porter en estime telle personne, pour telle ou telle raison. Il y a un savoir-vivre et tout à avoir, à pas faire chier une personne ou quoi. Mais il faut pas se sentir pas capable d'aller parler à lui ou moins bien que lui ou quoi. C'est jamais le cas. Il faut... Ça va avec le culot dont on parlait et tout, mais il faut... Tempérer être chill avec ça. Ouais, faut tempérer le truc. C'est ça, faut être chill avec ça. Faut être chill avec le fait que oui, il y a des maîtres, mais des fois, tu peux leur parler. Ouais, ça reste des humains. Ouais, c'est ça. À fond. Et ouais, il y a des salons comme ça que je portais en estime et tout. C'est bien, j'ai l'impression de checker des cases, tu sais. Il y a encore trop de trucs que je veux faire. Des salons que je veux faire et tout, mais après, t'as raison, faut rester chill. J'ai pris un non, c'est pas grave, j'ai eu 3 oui à côté. Ou j'ai eu 4 non, j'ai eu un oui, tu vois. C'est bon. On avance. Let's go. Je sais pas si tu as encore des petites questions à poser. Bah, moi, je me demandais qu'est-ce qu'on te souhaite là maintenant ? C'est quoi les projets ? C'est quoi les envies ? La suite ? Ouais. Bah là, le gros programme de la fin de l'année, ça va être une grosse tournée de guests. Tu vois, donc un minimum de succès à chaque guest, c'est cool. Tu vois, pour rencontrer des gens cool, partager le délire, partager l'art, machin, tu vois. Toujours ce truc de guest. Donc moi, j'ai ça de prévu là. Je pense que globalement, jusqu'à décembre, pour vous donner un ordre d'idée, je vais faire, je pense, 10 guests, tu vois. Ce qui est beaucoup, hein. Ce qui est pas mal. C'est une bonne moyenne. Et puis surtout, en janvier, l'objectif final, c'est d'ouvrir mon salon de tatouage en pignon-sur-rue. Là, j'ai déjà eu des studios privés, mais là, j'aimerais bien avoir un pignon-sur-rue, toujours dans une ambiance intimiste et studio privé. Voilà, tu rentres pas avec n'importe quelle demande et c'est du rendez-vous et tout ça. Mais avoir un commerce, quoi. Tu vois, toujours dans ce délire de papa, une enseigne. Une enseigne, un truc, créer un délire autour de ça, faire de l'événementiel autour de ça, ramener des potes tatoueurs là-dedans, ramener du son. Voilà, quoi, organiser un maximum de choses et devenir un peu un acteur de cette ville qu'est Caen, quoi. Ouais, ça, c'est mon gros objectif début 2023, quoi. Ok, et juste pignon sur rue, ça signifie quoi ? Pignon sur rue, tu sais, c'est avoir une vitrine, une porte d'entrée sur la rue, quoi, comme un commerce quand tu vas chez. Ok. Comme une boulangerie. Poser la question pour des gens qui savent pas. Voilà. Bah, globalement, pignon sur rue, c'est ça. En gros, il existe des shops qui s'appellent la plupart du temps des studios privés. Vous y allez, ça peut être soit un appartement, soit un local commercial, mais qui est un peu en retrait et qui est un peu caché, quoi. Soit il existe carrément des pignons sur rue, voilà, il y a une porte d'entrée, vous rentrez sans rendez-vous. Et moi, l'objectif, c'est de faire un hybride de ça, donc avoir un pignon sur rue quand même, tu vois, pour, on représente, on est là, on a des mètres carrés, on a des mètres de vitrine dans la rue. Et c'est cool, je peux montrer mon taf et je peux montrer que je suis là et c'est cool de me trouver ici. Et l'objectif, c'est de faire un lieu un peu cool avec plusieurs benches pour recevoir des potes, faire des podcasts, faire des vidéos, faire plein de trucs, quoi. Ok, c'est vraiment un lieu en fait que tu dédierais à tout ce qui est ta partie un peu artistique, on va dire ça. Ouais, complètement. Un lieu qui me ressemble. En fait, c'est marrant, mais plus j'y pense, plus j'imagine un salon de tatouage hyper trad à l'ancienne. Mais en fait, faut que je me calme sur mes espérances. Faut vite que je me dise non, un lieu juste qui me ressemble, que je vais le faire avec moi-même, quoi. Tu rentres, il y aura une bibliothèque avec des BD, des mangas, il y aura Naruto à la télé, et puis une PlayStation pour qu'on se la bute sur divers jeux, mais notamment Skate 2 où je suis imprenable. Et puis je vais faire un système de si tu me bats à Skate 2, je te ferai une réduction sur le tatou. Pas mal. Et là, mon pote, la faute attelée. Faut que je m'entraîne un peu, mais tranquille. Tu les payes déjà pas, tes tatouages. C'est vrai, ça. J'allais le dire. Mais ouais, voilà. Bah ouais, on a fait un bon tour d'horizon. Hein. Je pense aussi. Hein. Ouais, il y a encore 10 000 choses à creuser. Bien mais sûr, déjà après, je pense que si des gens ont des petites questions un peu plus pointueuses, je pense que tu pourrais y répondre. Ouais. Il n'y aura pas de souci avec puis ça, je pense. Vous avez un espace commentaire. Donc ouais, bien sûr. Ça se passe là aussi. Et puis on se donne rendez-vous sur cet espace commentaire. Ouais. Bah, let's go. C'était cool. Merci beaucoup de l'accueil. Bah, merci à toi. Enchanté de faire ça. Bonne ambiance. C'était chambé. C'est cool. Bah, au revoir. Au revoir et à la prochaine. Allez, yo.